On va peut-être ces mots-là. Bonjour à toutes et à tous pour le troisième épisode des ateliers du brevet consacré aujourd'hui à un domaine connexe au brevet. Donc nous l'avons intitulé notre atelier numéro 3, la frontière des brevets. Cet atelier sera animé par Mme Nathalie Doster, qui est vice-présidente du tribunal de commerce de Paris, donc une praticienne au cœur de nos interrogations. Mon associé Benjamin Langabert, qui est associé du département contentieux au plus de Bouzy, et qui a une pratique du tribunal de commerce, et a parfois plaidé d'ailleurs devant la vice-présidente Doster, et moi-même, qui suis associé au département de Bouzy. Et nous allons commencer par la concurrence de le parasitisme, ensuite parler des dessins et modèles et des autres titres de propriété industrielle, le choix difficile entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, nous parlons du secret des affaires, et enfin quelque chose d'un petit peu exotique, à savoir la retenue en bois. Et pour commencer concurrence de le parasitisme, je cède la parole à Benjamin. Merci beaucoup François, bonjour à tous. Donc cette première partie sur la concurrence déloyale et le parasitisme, qui sont ces actions caractéristiques de la frontière des brevets justement, et que je co-présente avec Madame Doster, devant qui effectivement j'ai eu le plaisir, parfois la difficulté de plaider, dont j'attends bien évidemment qu'elle m'interrompe, qu'elle participe et qu'elle partage avec nous les réflexions et observations que nous allons faire. Cette première partie se décompose en 4 sous-parties. Définition. Qui a la main sur le. C'est bon, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc d'abord, définition et principes, ensuite les principaux actes de concurrence déloyale, la fameuse preuve du comportement fautif et la preuve du préjudice et des autres sanctions qu'on peut demander. Donc, première partie, tout d'abord, la définition. La définition est assez simple et pleine de bon sens, puisque la concurrence déloyale est une définition prétorienne, c'est-à-dire qu'elle a été essentiellement définie par les tribunaux. Et vous ne trouverez même pas l'expression concurrence déloyale dans le Code de commerce. La concurrence déloyale, vous a donné une jurisprudence de 2006, se définit comme un acte contraire aux usages honnêtes, contraire à la loyauté commerciale, si on peut dire. Le but de la concurrence déloyale, c'est, quand on constate une faute, et on verra qu'il y a différentes catégories de fautes, de rétablir une situation de concurrence normale entre deux concurrents sur un marché. L'illustration de cet arrêt de 2006 parle d'une concurrence déloyale par confusion, mais on verra qu'il y en a plein d'autres. Donc, la notion de concurrence déloyale, comme son nom l'indique, est une notion de bon sens, c'est pour réparer une atteinte à la loyauté d'une situation concurrentielle. Son fondement est délictuel, par opposition au fondement contractuel. Un fondement est contractuel quand il trouve sa source, quand l'obligation trouve sa source dans un contrat. Il est délictuel ou extra-contractuel quand il trouve sa source ailleurs. Là, la source est ailleurs, elle est dans le Code civil, articles 1240 et 1241, qui vous dit que toute faute oblige l'auteur de la faute à réparer le préjudice ainsi causé. Donc, c'est les principes de responsabilité très généraux qui sont mis en œuvre dans l'action en concurrence déloyale, raison pour laquelle c'est une notion définie par la jurisprudence qui s'est servie de cette catégorie pour définir et préciser la concurrence déloyale. Ce n'est pas parce que vous êtes lié à un contrat avec votre adversaire que vous ne pouvez pas agir en concurrence déloyale si vous observez que par des agissements distincts, il se comporte de manière déloyale. De la même manière, un manquement à un contrat qui vous lie à une personne, si un tiers a, on va dire, aidé à la violation de ce contrat, peut constituer un acte de concurrence déloyale. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous êtes une entreprise, vous avez un partenaire avec lequel vous travaillez depuis 10 ans, et ce partenaire, qui a une relation contractuelle avec, par exemple, ce fournisseur, et ce fournisseur vous débauche un de vos cadres les plus brillants, cadre qui était lui-même tenu par une clause de non-concurrence valable et que vous rémunériez normalement. Le fait pour ce partenaire de recruter ce collaborateur en violation d'une clause de non-concurrence est un acte de concurrence déloyale. Donc, bien que vous soyez lié par un contrat à ce partenaire, vous avez la possibilité, par une action extra-contractuelle, d'aller rechercher
la responsabilité de ce partenaire pour une sorte de complicité, de violation de la clause de non-concurrence de votre collaborateur qui vous a quitté pour aller chez ce partenaire. Voilà une illustration d'une responsabilité, d'une action en concurrence déloyale malgré l'existence d'un contrat. Trois conditions cumulatives, les conditions très classiques en droit pour engager une responsabilité. Il faut d'abord une faute, évidemment. Il faut un préjudice, bien sûr. Et il faut, ce qui est le plus difficile souvent à établir, un lien de causalité, un lien tout bêtement entre la faute et le préjudice. Prouver que la faute est bien la cause du préjudice. Ça paraît facile et très logique, et ça l'est, très logique. Facile, ça ne l'est pas toujours. Nous avons mis entre parenthèses une affaire Valeo-Nissens sur laquelle nous sommes intervenus et une décision a été rendue récemment par le tribunal de commerce de Versailles. Donc nous pouvons en parler sans être tenus par la confidentialité. Je vous décris très rapidement la situation pour que vous voyez la difficulté de ce fameux lien de causalité. Valeo est un fabricant d'équipements automobiles bien connu. Nissens est un de ses concurrents connus également. Valeo a comme qualité d'être ce qu'on appelle un original equipment supplier, c'est-à-dire un fournisseur de première marque. Il fournit les constructeurs automobiles avec les pièces de série. Fort de cette qualité, il peut mettre sur ses emballages et sur sa communication le sigle OI pour Original Equipment. Bien sûr, les concurrents sont très attirés par ces initiales qui sont un gage de qualité. Et Nissens, qui n'est pas OI Quality, malgré tout, a trouvé des formules un peu alambiquées qui font croire ou faisaient croire, parce qu'ils ont changé récemment à l'acheteur, au client, qu'ils étaient aussi Original Equipment Supplier, OI Quality, ce qu'ils n'étaient pas. Donc, bien évidemment, il y a une faute. La faute consiste à apposer sur ces emballages une mention qui ne reflète pas la réalité du produit. C'est une faute. Il y a un préjudice, et on l'a démontré, parce qu'on a vu qu'à partir du moment où Nissens a activement communiqué sur OI avec des prix beaucoup plus bas et toute une mise en place assez sophistiquée, forcément, les parts de marché de Valeo sur certains produits visés ont baissé assez mécaniquement. Donc, vous aviez la faute d'un côté, vous aviez le préjudice de l'autre. En revanche, le lien de causalité a été extrêmement difficile à établir, puisque tellement difficile d'ailleurs que pour l'instant le tribunal ne l'a pas reconnu. Il a reconnu un préjudice moral, mais il n'a pas reconnu de préjudice matériel sur cette partie de l'action, au motif que le lien entre la position de OI par Nissens et le préjudice subi par Valeo sur certains marchés n'était pas suffisant. Le lien de causalité n'était pas suffisamment établi. Donc, d'où la difficulté parfois d'établir clairement ce lien de causalité et quand on discute avec vous, avec nos clients, évidemment, il y a ce préjudice, évidemment, il y a cette faute, il y a toujours cette frustration quand on vient vous embêter pour creuser le lien de causalité, parce qu'on sait que devant le juge, devant le tribunal, c'est la démonstration sur laquelle les magistrats vont le plus insister. La prescription en la matière est de 5 ans. Je vous recommande vivement de ne surtout pas attendre la fin de la prescription, puisque la logique de la concurrence déloyale, c'est vous constatez qu'à un instant sur le marché, il y a un de vos concurrents qui agit de manière déloyale. Pour que vous soyez crédible et audible, il faut réagir évidemment très vite, en tout cas dès l'instant que vous avez connaissance de la pratique. Si vous attendez 3 ans et demi pour dire au fait, je vois qu'un tel fait comme ça et que ça me cause un préjudice, on vous dira écoutez, vous avez malgré tout réussi à vivre et survivre et même très bien exister pendant 3 ans et demi malgré l'agissement, ça ne doit pas vous causer un préjudice si terrible que ça. Donc, en règle générale, il faut agir le plus rapidement possible si vous voulez bénéficier de l'attention la plus forte des magistrats devant qui vous plaiderez cette affaire. Madame Doster. Oui, je vous remercie. Je voudrais insister sur ce que vous venez de dire, l'importance de travailler le lien de causalité. On verra tout à l'heure que la Cour de cassation a posé un principe qui peut aider à la preuve, mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire pour souligner l'importance de préparer le contentieux. Parce que s'il est important de réagir vite, il est important également pour les entreprises de profiter d'un laps de temps suffisant avec leurs conseils pour préparer le contentieux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas devant le tribunal de commerce sans avoir qualifié les pratiques et sans avoir commencé une estimation sérieuse de son préjudice. Donc, au moment où on constate cette pratique délictueuse, il est important, bien sûr, de ne pas traîner en laissant le concurrent s'installer durablement, mais il est important également de se préparer en
en récupérant les preuves nécessaires, ce qui est un travail parfois important dans les entreprises. Et là, le conseil prend également toute sa valeur pour montrer et aiguiller le client vers la collection de ces preuves et leur préparation dans une optique de contentieux devant le tribunal de commerce qui a un certain nombre d'exigences dont on parlera tout à l'heure. Donc j'insiste beaucoup sur ce que vient de dire Maître Bangalter parce que je constate assez souvent des entreprises qui viennent avec énormément de reproches, mais assez peu de préparation sur le périmètre exact de leurs préjudices, des fautes et du préjudice et la quantification. On en reparlera tout à l'heure. Effectivement. Après vous avoir donné la définition un peu spectre large de la concurrence déloyale, rentrons en pratique sur les cas de concurrence déloyale. Alors, il y a beaucoup de situations différentes, mais on peut les regrouper dans des grandes familles. La première grande famille de concurrence déloyale, c'est le dénigrement. C'est tout bêtement dire tel produit du concurrent est de mauvaise qualité, achetez les miens qui sont bien meilleurs et bien moins chers. Ça, c'est considéré comme du dénigrement. On vise des jurisprudences qui sont un peu petites à lire, pardonnez-nous, mais qui montrent que ça va même un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que adresser un article de presse à ses clients en disant « Regardez, 60 millions de consommateurs, le magazine 60 millions de consommateurs a confirmé que tel produit était de mauvaise qualité », rien que ça, c'est constitutif aussi d'une concurrence déloyale par dénigrement. Encore un peu plus subtil, certains ont pensé qu'ils pouvaient envoyer à tout leur réseau de clients une lettre en disant faites bien attention à ce que les produits que vous achetez aient le droit d'utiliser tel brevet, tel brevet, tel brevet, avec une espèce de mise en garde qui était nécessairement dissuasive d'acheter les produits du concurrent. C'était pas un dénigrement frontal, si je puis dire, c'était pas une critique frontale, c'était un peu plus sibyllin. Ça a malgré tout été considéré comme de la concurrence déloyale. Donc toute communication publique qui viendrait à assez clairement dire aux clients ou au marché achetez mes produits, vous serez moins embêtés que si vous achetez les autres, vous n'aurez pas de difficulté ou ça marchera mieux, sachez qu'on prend ce risque-là. La deuxième grande catégorie de concurrence déloyale, c'est la désorganisation. Ça, classiquement, ça consiste en fait à débaucher toute une équipe d'un concurrent ou les salariés clés, les hommes clés de l'équipe d'un concurrent. Ce qu'on recherche là, c'est vraiment lorsqu'il est flagrant qu'une entreprise ne disposait pas d'un savoir-faire, d'une compétence et est allée faire son marché, si je puis dire, dans la société concurrente en débauchant l'homme clé ou l'équipe clé. Et du coup, il y a une perturbation assez terrible de la société dont les salariés ont été débauchés, puisqu'elle se retrouve démunie, le temps de reconstituer une équipe, trouver même lancer des missions de recrutement, trouver les entretiens, on perd des mois pendant lesquels vos clients partent bien évidemment chez le concurrent. Donc, lorsque il est flagrant que le but était de désorganiser et de s'approprier une espèce de savoir-faire comme ça, on considère aussi que c'est de la concurrence déloyale. C'est plus difficile à établir, mais ce sont les situations dans notre pratique les plus fréquentes. On peut s'arrêter ? Bien sûr. Je voudrais m'arrêter sur ce point parce que c'est un scénario extrêmement fréquent dans des marchés pour lesquels il y a une forte spécialisation ou un fort intuitu personnel des collaborateurs. Vous en avez l'exemple avec des cabinets d'avocats, de la gestion locative ou des domaines d'activité dans lesquels le ticket d'entrée de formation des collaborateurs est élevé et où vous avez effectivement une grosse valeur ajoutée sur certains profils. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de bien démontrer la désorganisation. Et lorsque le juge va regarder ce point, il va regarder tout un faisceau d'indices, notamment sur quel est le marché, quel est le turnover habituel sur ce marché, quelles sont les entrées et les sorties, quel est le temps de formation des collaborateurs, est-ce qu'il y a beaucoup de postulants sur un marché. Il ne suffit pas de démontrer que vous avez eu 3 mois, 6 mois, 1 an pour recruter. Il faut démontrer que vous avez effectivement le plus grand mal à vous réorganiser, à repartir compte tenu de l'excellence du ou des collaborateurs, parce que ça peut être un homme ou une femme clé, mais ça peut être aussi toute une branche,
quelquefois c'est 4, 5 ou 10 personnes qui suivent un patron. Donc il faut démontrer non seulement que vous avez eu beaucoup de mal à remplacer, donc on va regarder le turnover, le livre des entrées et sorties, mais il faut aussi pouvoir chiffrer derrière la perte ou que le départ a généré de manière fautive. Donc attention à ne pas vous cantonner uniquement sur les aspects pécuniaires, mais à bien démontrer la réalité du marché du travail et pour votre entreprise quand vous parlez de débauchage et de désorganisation. Après, vous pourrez effectivement compléter avec quelles données sont parties, qu'est-ce que ça a comme impact sur le fait que des clients suivent, par exemple, un gestionnaire de locatif, parce que là encore, l'intuitu personné peut relativiser la question. Enfin, vous aurez toute une série de questions assez pointues posées par le juge et il faut vous y préparer. Exactement. Et je confirme que ce sont les situations de concurrence déloyale qui nous occupent le plus et qui, là, se rapprochent de la frontière du brevet parce que, évidemment, en captant des collaborateurs, on capte le savoir-faire qui va avec. Troisième grande catégorie de concurrence déloyale, la présentation trompeuse. Donc, c'est exactement l'exemple Valeo dont je vous parlais avec un concurrent qui se targue d'une qualité OI Quality, en l'occurrence, qu'il n'a pas. Ça peut être du Made in France, ça peut être un affichage du respect d'une norme CE XY 3300 alors qu'il ne respecte pas. Voilà, c'est toute information qui ne correspond pas à la réalité et qui vous attribue une qualité que votre produit n'a pas. C'est le plus facile à identifier et d'une certaine manière le plus facile à démontrer et à faire sanctionner. Quatrième catégorie, et pas troisième, pardonnez-nous, la concurrence déloyale par imitation, confusion. Là aussi, relativement simple, ça consiste à imiter son concurrent au point que le client, le consommateur, à première vue, à première lecture, ne soit pas forcément capable d'identifier la différence et donc pense acheter un produit de la société A alors qu'en fait il achète un produit de la société B. Pour vous donner un exemple, nous sommes intervenus il y a très longtemps dans une affaire dans Bourgogne où la société Louis Max est un producteur et distributeur de vins connu. Son dirigeant de l'époque a quitté la société pour créer 200 mètres plus loin la société Louis Père et Fils. Donc vous aviez le mot Louis dans les deux noms de société, des étiquettes avec un dessin très similaire, des vins qui se ressemblaient, des noms qui se ressemblaient. Bien évidemment, l'objectif du concurrent était que le client lambda ait l'impression que c'était une filiale, une société sœur ou une nouvelle gamme de produits de la société Louis Max. C'est typiquement une concurrence déloyale par imitation ou par confusion. Voilà pour ce type de concurrence-là qui est assez facile à identifier. Là où on se rapproche vraiment des brevets, encore plus des brevets, et on est à la frontière, c'est la concurrence déloyale pour parasitisme. La différence entre le parasitisme et l'imitation-confusion est assez ténue. Elle relève plus de l'intention de l'auteur de la concurrence que de la matérialité des faits. Parce que souvent, le parasitisme se matérialise par une grande ressemblance des produits. Mais l'idée de parasitisme, comme son nom l'indique, c'est le mot de parasite, c'est-à-dire je me greffe sur le succès, la notoriété, le travail d'un concurrent pour en bénéficier à moindre frais et avoir immédiatement le même succès sur une gamme de produits ou un produit que ce concurrent. La grande différence avec l'imitation, c'est que cet élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut voir cette volonté d'aller vraiment capter les efforts et les investissements à moindre frais faits par le concurrent. Et ça n'implique pas nécessairement d'établir une confusion. On peut tout à fait ne pas avoir le client au final peut tout à fait être très lucide sur le fait qu'il n'est pas trompé, mais il y a quand même une faute en ce qui a été appréhendé, l'investissement du concurrent. Alors je sais que nous, souvent, en tant que plaideur, le choix entre la qualification d'imitation, confusion / parasitisme est difficile. Mais je sais que Madame Bester a des exemples plus parlants et je la remercie de les partager avec nous pour vous montrer justement, et vous allez voir que là on se rapproche beaucoup du droit de propriété intellectuelle.
Oui, c'est une question qui est souvent difficile parce que quand on parle de parasitisme, on parle effectivement d'intention de venir profiter d'une valeur économique déjà établie. Alors, j'ai des exemples qui sont aussi festifs que le vin qui était évoqué à l'instant par Maître Vangaver. Je vous parlerai de lingerie féminine, où je vous parlerai de mode, où je vous parlerai effectivement de produits, de produits de soins. Vous avez souvent une difficulté qui est d'établir cette valeur économique. Ça passe par le fait et ça se rapproche souvent de la concurrence déloyale et de ce qui peut se passer également devant le tribunal judiciaire. Vous avez à établir une valeur économique, donc un caractère particulier du produit, des modèles qui sont effectivement dont on profite. Ce qui est compliqué, c'est que vous devez effectivement montrer en quoi ce qui est parasité avait des caractéristiques tellement importantes que la valeur économique, la distinction de ces produits était évidente. Quand vous avez un sac à main notoire, c'est plus facile que quand vous avez des vêtements qui sont un peu plus communs, un peu plus reproduits par les tendances de mode. Vous avez par exemple un célèbre fabricant de lingerie féminine qui, chaque année, produit des soutiens-gorge qui sont tout à fait particuliers et qui a pu reprocher à un concurrent d'avoir imité quelque part tous ces modèles, mais il lui a reproché de les avoir imités, non pas parce qu'il y avait une confusion, les marques sont notoires de part et d'autre, mais pour avoir profité des investissements qui avaient été faits par le premier, avec quelque part un montant assez conséquent, pour produire plus rapidement, avec un time to market plus rapide, des modèles qui étaient relativement proches. Donc c'est ça qui est compliqué, en tout cas sur lequel il faut absolument se pencher, c'est ce rapport économique d'investissement, de frais engagés, de R&D, de toutes ces choses qui montrent qu'effectivement l'entreprise parasitée a développé de réels efforts. Ça ne veut pas dire que le parasitant n'a fait aucun investissement, n'a fait aucun effort, mais ça veut dire qu'il faudra regarder dans quelle mesure la personne qui parasite a gagné du temps et à économiser des efforts pour arriver à mettre sur le marché un produit. Vous avez un exemple également avec un parfum très célèbre qui est la petite robe noire de Guerlain, qui a été et qui est encore un des parfums les mieux vendus sur la place. Nombreux sont ceux qui se sont engouffrés dans le dessin de la petite parisienne chic qui avait été mis sur le marché par Guerlain. Ça a été une révolution puisque vous n'aviez plus la photo, vous n'aviez plus ce genre de dessin, mais vous aviez quelque chose qui était une petite parisienne dessinée. Ça a eu un impact très fort sur la clientèle. Nombreux sont ceux qui se sont engouffrés dans cette voie. Le tribunal a eu l'occasion de rappeler qu'il y avait une valeur économique attachée à ce dessin de la parisienne et que d'autres, et là je pense notamment à un contentieux Nux, avaient pu profiter des efforts de créativité de Guerlain pour pouvoir promouvoir leurs propres produits avec quelque part un appel à la clientèle féminine qui était déloyale. Donc on est vraiment, et c'est toute la difficulté auquel vous allez pouvoir être confrontés, qui est de permettre au tribunal de bien comprendre quelle est la valeur économique que vous prétendez défendre et en quoi elle est effectivement bien identifiée. C'est un travail qui ne doit pas être sous-évalué, c'est énormément d'efforts pour également ventiler les investissements sur les produits ou modèles dont vous demandez la protection indirecte. J'ajoute que la jurisprudence du tribunal de commerce de Paris est très claire en disant que la concurrence parasitaire ne peut pas avoir pour effet de conférer aux demandeurs plus de droits qu'ils n'en auraient par une demande de protection de la propriété intellectuelle. C'est très important. Vous ne pouvez pas chercher à avoir par la concurrence déloyale et le parasitisme une protection dont vous ne bénéficiez pas autrement. Je prends un exemple qui est déjà un peu ancien, du cas de Sonia Rykiel qui avait attaqué Little Marcel devant le tribunal de commerce de Paris pour avoir, soi-disant,
contrefait ou ont parasité ces fameuses rayures. Au-delà du fait que Sonia Rykiel n'avait pas protégé ces rayures, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de confusion possible et en tout cas a pointé ce point très précis que Sonia Rykiel ne pouvait pas chercher à interdire toute forme de rayure sur le marché. Donc attention, effectivement, on est aux confins entre la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale pour parasitisme et ça nécessite une grande approche économique avec le client. Voilà, et pardonnez-moi une énième illustration, mais je pense que ça parle plus que des développements trop juridiques. Je reprends l'exemple de Valeo dont je vous parlais tout à l'heure. Une des composantes aussi de la demande était le parasitisme, parce que notamment pour des radiateurs, les concurrents se contentaient en fait de faire un scan absolument parfait du radiateur fabriqué par Valeo, qui avait pris à Valeo des mois, voire des années de développement, de passage avant d'essai, de contraintes techniques très précises. Le concurrent n'a que à le passer au laser, prendre une mesure exacte et le recopier, j'allais dire presque avec une imprimante 3D, sans fournir le moindre effort. Donc ça, on a considéré que c'était du parasitisme, mais il y a la réponse, vous pouvez toujours répondre techniquement, la réponse de l'adversaire à ça, c'était oui, la forme est exactement la même que celle du radiateur Valeo, mais cette forme est faite pour répondre à une contrainte technique qui est que le radiateur doit bien s'insérer dans le moteur et le véhicule pour lequel il est destiné, et donc on n'a pas d'autre choix que de mettre le point d'injection ici, que de mettre les réservoirs d'eau de ce côté-là. Donc il y a aussi des arguments, pour tenir en échec ce parasitisme. Voilà. Un dernier point peut-être, ça suppose, quand vous plaidez, de faire monter des spécialistes, souvent des ingénieurs ou des gens de R&D, pour montrer au tribunal ce qui ressort des contraintes, des évidences techniques, de ce qui relève du pillage. Un dernier exemple, après les radiateurs, les ceintures lombaires pour les femmes enceintes, vous avez effectivement une ergonomie des femmes enceintes qu'on pourrait imaginer être à peu près toujours la même. Donc, vous avez eu devant le tribunal de commerce de Paris une affaire sur de la concurrence déloyale par parasitisme sur des ceintures lombaires pour les femmes enceintes, et l'audience a permis d'entendre la R&D et les techniciens qui avaient créé les ceintures pour montrer ce qui ressort des sondes à tel ou tel endroit pour les femmes enceintes, de ce qui ressort d'un pillage caractérisé. Alors, il se trouvait que les deux entreprises étaient chacune d'un côté de la rue d'une ville française et que, effectivement, on pouvait supposer que des échanges avaient eu lieu entre différents salariés. C'est extrêmement important de faire monter, entre guillemets, les techniciens, parce que le tribunal va poser toute une série de questions qui ne seront pas que juridiques en apparence. On va passer à la preuve du comportement fautif assez rapidement. Je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. On sera très heureux d'y répondre au fil de notre intervention. Troisième partie, donc sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la preuve du comportement fautif. Dans nos métiers, vous pouvez avoir le meilleur dossier possible et la meilleure histoire à raconter. Si vous n'êtes pas capable de prouver ce que vous dites au tribunal, malheureusement, le tribunal ne pourra pas vous donner raison. D'où l'importance des preuves. Il y a 4 grandes catégories de preuves en matière de concurrence déloyale. Il y a d'abord le constat d'huissier, prouver sur un site internet que le concurrent vend bien les produits avec un affichage qui ne correspond pas au respect, enfin qui ne respecte pas les normes, prouver qu'un modèle est vous avez bien reçu par livreur un emballage qui, pareil, contient des mentions inexactes. Donc, le constat d'huissier donne une force probante très très forte à l'élément que vous avez. Vous pouvez bien évidemment, pour un site internet, vous pouvez faire une impression écran et prouver que ce sera un commencement de preuve, mais si votre adversaire est très procédurier et dit écoutez, rien ne prouve que cette impression écran correspond réellement à une page internet, alors il faut faire un constat d'huissier. Les huissiers maintenant sont très aguerris à l'exercice, il n'y a même plus besoin de se déplacer, vous passez un coup de téléphone en disant merci de constater que sur telle adresse il y a bien cette mention-là, ça coûte moins de 100 € et vous avez votre PV de constat dans la journée qui le confirme. Deuxièmement, il y a l'expertise. L'expertise, on la prend souvent soit pour l'aspect technique, comme disait Madame Dester, soit également beaucoup pour l'aspect préjudice.
Moi, ma pratique d'avocat, c'est que pendant longtemps, les expertises de parties, donc les expertises privées faites par les parties pour trouver pour les besoins de sa cause, étaient regardées, on va dire, avec un peu de distance par les tribunaux. Depuis quelques années, les cabinets d'expertise, notamment financières, se sont j'ai l'impression beaucoup professionnalisés. En tout cas, ils ont bien meilleure presse auprès des tribunaux, ce qui fait que leurs travaux sont regardés avec beaucoup plus d'intérêt par les juridictions. Et là où avant, on nous disait, bon, bah, écoutez, toutes les enfin, on nous disait pas, mais on comprenait que la perception du tribunal, c'était vous avez payé tel cabinet pour vous dire que vous avez un préjudice de temps, donc on va regarder ça avec discernement, dirons-nous. Là, maintenant, il arrive que les tribunaux prennent pas pour argent comptant, mais en tout cas basent leurs décisions sur une partie d'un rapport d'experts, deux parties, produit juste par une partie, sans contradictoire donc, devant le tribunal. Et c'est un peu le corollaire aussi de l'exigence de ces cabinets d'audit avec qui on travaille. Alors il y a les noms très connus, il y en a plein d'autres, qui maintenant sont beaucoup plus exigeants dans l'établissement de leur rapport et ne mettent plus dedans ce que les clients ou les avocats veulent voir mettre. Donc l'expertise c'est coûteux, c'est la difficulté, c'est même assez cher, mais ça vaut vraiment le coup, surtout pour la démonstration du préjudice. On peut s'arrêter une seconde? Bien sûr. Ce que vous dites, maître, sur les preuves, c'est tout sauf trivial. J'en veux pour preuve, si j'ose dire, un cas très récent dans lequel une entreprise demande des sommes considérables au titre de la concurrence parasitaire en faisant état d'un pillage de ses investissements, alors même que le dossier s'écroule, faute de preuves de commercialisation des produits parasitants. Alors, ça peut paraître incroyable, mais il n'y a pas de constat d'achat d'un produit dit parasitant. La copie d'écran ne démontre absolument pas que les produits sont proposés à la vente. Les photographies ne sont pas attribuées, ne sont pas datées. Et donc, vous avez un dossier qui est manifestement monté à la hâte en oubliant les fondamentaux, à savoir la preuve de l'acte qui est dénoncé. Donc, je vous invite à être extrêmement vigilant dans les premières étapes de constitution du dossier, parce qu'avant d'arriver à l'expertise, il y a tout simplement le fait que le dossier est monté dans de l'argile. Donc, c'est assez étonnant de voir des entreprises capables d'alléguer une très forte concurrence sur certains produits, alors même que le tribunal n'a pas le début de la preuve de leur commercialisation sur le territoire français. On pourrait dire que les bras nous en tombent, mais l'exemple n'est pas si rare. Donc j'insiste beaucoup sur ce que vient de dire Maître Langavert sur le début de cette chose-là. On reparlera de l'expertise économique si vous voulez bien après, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous laisse parler du 145 parce que j'aimerais aussi que vraiment alerter sur l'importance de ce mécanisme, mais aussi sur l'arbitrage qu'il peut y avoir entre cette recherche ex-ante et une stratégie de demande de communication ou de production de pièces ensuite au fond. Bien sûr. Donc, troisième catégorie de preuves, les attestations, c'est une preuve assez formidable. Vous demandez à un tiers de confirmer que, par exemple, qu'un client peut être trompé par l'affichage d'un produit d'un concurrent, qu'il a pu faire une confusion entre deux produits, qu'il a pu être démarché de manière déloyale, qu'il a pu voir qu'un de vos collaborateurs tenu par une clause de non-concurrence est en fait en train de travailler justement pour un de vos concurrents. Donc l'attestation, c'est un peu la reine des preuves dans notre domaine. L'immense difficulté de l'attestation, c'est que pour être parfaitement valable, elle doit répondre à des critères extrêmement rigides et qu'aller chercher une attestation chez un client, en général, n'améliore pas la qualité de votre relation commerciale avec ce partenaire. Parce que une attestation en bonne et due forme, il faut écrire à la main qu'on reconnaît que toute déclaration fausse vous expose à des sanctions pénales, etc., etc. Donc, souvent, on se contente d'un mail d'un client qui confirme ça, d'un écrit, d'un SMS,
Les tribunaux de commerce là-dessus sont beaucoup moins exigeants que, on en reparlera tout à l'heure, mais que les tribunaux judiciaires. Les tribunaux judiciaires ont tendance à écarter les attestations qui ne sont pas des attestations en bonne et due forme, là où le tribunal de commerce, dont les magistrats qui sont des praticiens de la vie des affaires au quotidien connaissent la difficulté de la relation client, peuvent se contenter d'un email, d'un texto ou d'un petit message. Ils ne qualifieront pas d'attestation, mais ce sera un commencement de preuve assez sérieux. Dernière catégorie, bien évidemment, les photographies, les impressions écran, Internet, etc., avec la difficulté, si c'est pas constaté par l'huissier et que vous tombez sur un adversaire très procédurier qui conteste la réalité de la pièce. Deuxième solution, très prisée des avocats et des parties, qui a été très à la mode, qui est un peu moins parce que les conditions se sont durcies, c'est ce qu'on appelle le 145. Le 145, c'est une requête sur le fondement de l'article 145, c'est lorsque vous considérez que vous savez que vous êtes la victime d'une concurrence déloyale, vous avez des commencements de preuve de ces agissements de concurrence déloyale, mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour démarrer votre contentieux, pour totalement évaluer votre préjudice ou pour totalement maîtriser l'ampleur des agissements déloyaux dont vous êtes la victime. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en amont de votre litige, c'est absolument indispensable de le faire avant tout litige au fond, voir le président du tribunal de commerce, lui dire que vous avez des raisons valables et un commencement de preuve de concurrence déloyale d'un de vos concurrents et d'être autorisé à envoyer un huissier, souvent accompagné d'un expert informatique, aller, si je puis dire par surprise, chez l'adversaire, se brancher sur les serveurs et ordinateurs et aller chercher tous les éléments nécessaires à compléter la démonstration de la faute et du préjudice. Exemple, vous avez un salarié, un chef d'équipe qui part avec 5 de vos collaborateurs. Vous vous doutez qu'il y en a d'autres qui vont partir parce que la rumeur court dans l'entreprise que l'entreprise concurrente est en train de chasser très sévèrement. Vous pouvez avoir envie d'aller chez votre adversaire, avoir la confirmation qu'il y a un plan qui est ourdi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois de débauchage, pour aller voir si les CV de tous les collaborateurs traînent sur les serveurs, s'il y a eu des échanges en interne pour organiser ce plan de captation. Bref, pour aller avoir une preuve un peu plus concrète de ce que vous êtes en train de subir. Il y a plein d'exemples. Après, vous pouvez aller avoir la preuve qu'un de vos salariés est parti avec des éléments totalement confidentiels, couverts par le secret, le savoir-faire, le secret des affaires ou autre. Pareil, vous voyez que le concurrent qui a recruté votre salarié, tout d'un coup sort un produit qui ressemble particulièrement au vôtre et qui nécessite une compétence que vous étiez un des seuls à avoir sur la place. Vous pouvez aller voir le juge en disant, écoutez, tout porte à croire qu'il est parti avec ces informations-là, qu'il est en train de les exploiter, mais je n'en ai pas la preuve puisque je n'ai pas accès aux emails de mon adversaire. Je veux être autorisé à aller, à ce qu'un huissier aille chez l'adversaire, regarder si effectivement, sur une base de mots-clés très sélectionnés, présélectionnés, ces documents sont entre les mains de mon adversaire, ce qui serait évidemment un préjudice, une faute, et qui me cause un préjudice terrible. Ça ressemble, pour ceux d'entre vous, d'entre nous, qui sont un peu sensibles qui sont un peu sensibilisés à la procédure américaine, à une sorte de procédure de discovery à l'américaine. La différence de la discovery à l'américaine, c'est que c'est l'adversaire qui est obligé de tout montrer au juge spontanément. Là, c'est vous qui allez chercher chez l'adversaire les éléments qui sont utiles pour votre dossier. Alors, ça a été très à la mode, il y a 10 ans. On obtenait ça très facilement par les présidents de tribunaux de commerce. La difficulté, c'est que la digitalisation et l'information, l'informatisation de la vie des affaires fait qu'en fait, les recherches par mots-clés et les recherches sur serveur permettent d'avoir accès à des gigas, des terras de données. Donc, du coup, nos pauvres magistrats se retrouvaient avec 10 000, 100 000, je ne sais pas combien de mails à examiner. Ça permettait aussi des agissements en eux-mêmes déloyaux, c'est-à-dire que certaines sociétés prétendaient être victimes d'agissements de concurrence déloyale pour en fait aller fouiller chez le concurrent et trouver d'autres éléments. Donc, je passe immédiatement la parole à Madame Doster qui, je sens, veut intervenir sur le sujet. Nos clients adorent ça parce que c'est effectivement assez coercitif d'envoyer un huissier à 9h du matin fouiller sur une base de données. Les magistrats aiment bien parce que ça permet d'avoir accès à des informations précieuses, mais depuis 4-5 ans, c'est très encadré et on va dire réservé aux cas les plus saillants. Et je passe la parole pour plus de précision à Madame Doster. Merci beaucoup. Je souscris absolument à tout ce que vous venez de dire. Il faut effectivement que les conditions posées par l'article 145 soient respectées. Et les juges aujourd'hui regardent cela de très près.
Il faut éviter effectivement que tout ça s'apparente à une expédition déloyale chez un concurrent pour aller jeter des filets avec une maille très fine pour récupérer dans une intention déloyale un certain nombre d'informations. Donc tout ceci, effectivement, est regardé de près. Donc le risque de dépérissement de la preuve, l'effet de surprise, la nécessité de respecter effectivement le caractère non contradictoire, tout ça est regardé au peigne fin par le tribunal. Pour autant que ces conditions soient respectées, le tribunal sera très prudent sur les mots-clés qui seront les objets, le fil conducteur de la recherche et sur la période de temps, de manière à ce qu'on évite le vice de cette procédure qui pourrait être de remonter des informations d'abord beaucoup trop larges et sans rapport avec le litige. On fera également attention à ce que aujourd'hui les pièces remontées puissent éventuellement être qualifiées de secret d'affaires par la personne requise. Un décret de décembre 2018 a modifié la réglementation en la matière et aujourd'hui le 145 est très étroitement mené dans le respect de la protection du secret des affaires dont le requis pourrait dire qu'il est attaché aux pièces qui ont été appréhendées. Donc ça conduit effectivement à une forme d'allongement de la procédure de 145, j'y reviendrai, mais pour autant que les règles soient respectées, cette procédure du 145 est une arme de destruction massive. Ce n'est pas la discovery, c'est quelque chose qui est justement très prisé, non seulement des justiciables français, mais aussi d'un certain nombre de justiciables étrangers qui pourraient choisir de venir plaider à Paris, parce qu'on ne met pas tout sur la table, mais on met potentiellement beaucoup de choses, avec un examen du juge et avec un vrai examen de l'ensemble des pièces pour lesquelles il faudra démontrer qu'elles ont un intérêt à la solution du litige. Je voudrais qu'on parle peut-être plus tard de l'arbitrage à faire entre le 145 et puis la communication de pièces au fond. Est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle plus tard? Je pense que c'est le moment. C'est le moment. Oui. La question de stratégie judiciaire, de stratégie procédurale, peut être de se poser la question de savoir s'il est bien opportun, entre guillemets, de perdre du temps ou de consacrer du temps à une procédure 145 qui peut être un petit peu longue, sur plusieurs mois, ou d'intenter directement au fond et d'avoir ensuite une demande au juge de communication de pièces. La question se pose aujourd'hui, d'autant plus fortement que le tribunal de commerce de Paris est en train de revoir assez en profondeur la procédure devant lui et que nous nous orientons très largement vers l'établissement très rapide après l'assignation de calendrier de mise en état. Et dans ce cadre-là, les parties peuvent être amenées à mettre sur la table des demandes de communication de pièces, un peu à l'instar des procédures anglo-saxonnes, de manière à circonscrire rapidement non seulement l'objet du litige, mais les éléments qui seront partagés par les uns et par les autres, avec l'intervention du juge, pour éventuellement faire ce tri des documents et permettre à la procédure de se développer avec des arguments et des pièces qui ont été établies assez en amont. Donc, il y a là une question de stratégie judiciaire à voir avec les conseils. Dernière partie de cette sous-partie de cette première. Juste Pardon. pour les praticiens, on a entendu des brevets. Le 145, ça ressemble comme deux gouttes d'eau de la saisie contrefaçon que tout le monde connaît. Et il y avait une pratique un petit peu moins présente maintenant qui consistait justement à venir faire une saisie contrefaçon en France pour ensuite pouvoir exporter le produit de la saisie contrefaçon vers d'autres pays. Et peut-être le 145 sera utilisé éventuellement dans ce cadre-là pour récupérer en France des preuves d'actes fautifs pour ensuite pouvoir les utiliser dans d'autres juridictions. En ce sens, la procédure française offre quand même des avantages en termes d'accès à. On pourrait faire une formation entière sur le 145. Le sujet ne cesse de nourrir l'actualité et la pratique. Dernière donc sous-partie, je vous dis cette première partie sur le préjudice et les sanctions. Alors,
il y a les préjudices classiques et puis il y a les préjudices un peu plus novateurs en matière de concurrence déloyale. Comme je vous disais, c'est pas évident toujours de voir le préjudice direct. Donc la pratique, les plaideurs, les justiciables et les magistrats font preuve d'une certaine imagination. Donc il y a bien sûr la perte de clientèle classique, il y a le trouble commercial, c'est notamment le trouble de la désorganisation, donc c'est le fait de devoir reconstituer une équipe. Il y a la perte d'un avantage concurrentiel, compliqué à chiffrer, mais qui peut être poursuivi aussi. Il y a un manque à gagner. Le manque à gagner, la perte de clientèle, c'est je perds un client. Le manque à gagner, c'est je continue à travailler, mais je travaille à moindre prix ou je vends à beaucoup moins cher parce que le concurrent, en m'ayant parasité, lui a pu baisser son coût de production de manière drastique. Et si je veux continuer à être sur le marché, il faut que je m'aligne avec lui. Donc j'ai une perte, j'ai un manque à gagner absolument terrible, parce qu'il faut bien que je vende, mais je vends à prix bradé parce que je dois m'aligner sur le concurrent indélicat. Il y a bien évidemment la perte de chance, toujours, c'est, je ne peux jamais réclamer, quand j'ai un risque théorique ou un préjudice théorique, je ne peux jamais réclamer 100% devant un tribunal de ce risque théorique. C'est la perte de chance est une évaluation, est un pourcentage de la chance de gain manquée. Et puis bien évidemment, il y a le préjudice moral, l'atteinte à la réputation, la banalisation, l'atteinte à la valeur patrimoniale du produit qui doit être pris en compte. Alors, le préjudice moral, souvent, les sociétés considèrent qu'il est énorme, elles ont peut-être raison. Il est assez peu apprécié en termes de quantité par les tribunaux français. On n'est pas devant les juridictions internationales, notamment anglo-saxonnes. Le préjudice moral, ça se règle au mieux à moins de 10 000 euros et dans les meilleurs des cas à 20 ou 30 000 euros dans les situations les plus caractérisées. Là, il n'y a pas une grande sensibilité encore du juge ou en tout cas de la pratique au préjudice moral. J'ai un exemple très novateur, 12 février 2020, d'un calcul de préjudice pour vous montrer qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve d'imagination. C'était donc deux sociétés, la société A et la société B. La société A est la victime de la concurrence déloyale, la société B est l'auteur de la concurrence déloyale. Et en fait, A fabrique en France des produits, B les fabrique à l'étranger, mais made in France sur son produit. Donc, du coup, en fait, la société A fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, mais pour faire ce chiffre d'affaires, elle a un coût de production de 500 000 euros. La société, donc ça représente 25% de son chiffre d'affaires. La société B, indélicate, fait 5 millions, mais ne dépense que 500 000 euros pour faire ces 5 millions, donc qui représente 10% de son chiffre d'affaires. La solution qui a été retenue par le tribunal, que je trouve très intéressante, ça a été de dire, écoutez, pour rétablir une situation de concurrence, en fait, on va voir combien ça aurait coûté à A si A avait produit comme vous, B, hors de France, à un prix beaucoup moins cher. Et donc, le calcul qui a été fait, vous le voyez dans la colonne au milieu tout en bas, c'est d'appliquer le coût de revient de 10% au chiffre d'affaires fait en France. Donc 10% fois 2 millions, ça fait 200 000 euros. Donc le juge dit, ça aurait dû vous coûter 200 000 euros si vous aviez produit en France. Ça vous en a coûté 500. Donc 500 moins 200, ça fait 300 000. Votre préjudice, à vous, société A, il est de 300 000 si vous aviez produit dans les mêmes conditions que la société B. C'est novateur, c'est intelligent. C'est un peu frustrant, moi, je trouve, en tant que plaider, si j'étais l'avocat de la société A, parce qu'on aurait pu faire un autre calcul que vous avez tout en bas à droite dans le tableau, qui consiste à dire, plutôt que de voir le verre à moitié vide, je vais voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que mon adversaire, en fait, lui, si il avait produit avec mes coûts de revenu pour faire mes coûts de revient pour faire son chiffre d'affaires, ça lui aurait coûté 1 250 000 et pas 500 000. Donc moi, je veux en fait l'écart entre ce que ça aurait dû lui coûter et ce que ça lui a vraiment coûté. Donc je veux 750 000 euros. Et là, honnêtement, il y aurait une vraie sanction et une vraie incitation de la société B à ne plus tricher, parce que le résultat de 300 000 euros, il est équitable et la on va dire que la grande qualité et le grand défaut de la jurisprudence, ça c'est l'avocat qui parle et je laisse Madame Koester affirmer mon propos, mais la grande qualité et le grand défaut de la justice commerciale, du tribunal à la Cour de cassation, c'est la recherche de l'équité. Donc la solution elle est relativement équitable, mais la limite, c'est que malgré tout, je vais envie de dire, le crime paye. Parce que là, la société B, ça lui a, même avec les 300 000 euros de sanctions, elle gagne quand même 450 000 euros parce que si elle avait produit en France, ça lui aurait coûté 1 250 000. Là, ça lui a coûté 500 000.
plus les 300 000 de condamnation, ça fait 800 000. Elle gagne quand même 450 000 euros au regard d'une situation parfaitement équitable si elle avait produit en France. Donc, dans cette situation-là, oui, il y a une indemnisation sérieuse avec un calcul novateur, mais à la fin, le méchant a quand même eu raison d'être méchant, si je puis dire. Voilà pour une illustration de calcul un peu innovant. Si on veut prendre une comparaison par rapport aux dommages d'intérêt qui pourraient être alloués en cas de contrefaçon de brevet, on a un article qui découle une directive sur la commande européenne sur la mise en œuvre des droits de pays, et quand on calcule un préjudice en matière de contrefaçon de brevet, on prend en compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, on prend en compte des conséquences morales, mais on prend aussi en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissement intellectuel, matériel et promotionnel que celui-ci a retiré de la contrefaçon. Donc, si on avait appliqué, au cas du Made in France, puisque cette décision qui a été présentée par la main, c'est une décision du Made in France, si on avait appliqué l'approche des droits de brevet à cette décision, eh bien, le demandeur, la société A, aurait sans doute pu capter une partie comment voir la totalité de l'économie réelle réalisée par lui. Donc là, une approche différente entre la contrefaçon de brevet et la concurrence déloyale sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il nous semble que il y a encore un peu de progrès à faire sur l'appréciation des bénéfices réalisés par les défendeurs qui sont à ce moment-là condamnés. Merci. Dernier point de cette première partie, les autres préjudices et sanctions possibles qui n'ont beau pas être financières sont assez prisées en fait par les parties parce qu'elles peuvent être d'une efficacité redoutable, en tout cas pour rétablir une situation de concurrence loyale entre deux sociétés. Donc on oublie les dommages d'intérêt, on vient de faire, mais les autres sanctions, c'est l'interdiction sous astreinte de commercialiser ou de diffuser un produit qui crée un risque de confusion. Pareil, la cessation sous astreinte du comportement fautif, la destruction des produits qui imitent, le retrait du réseau ou, ce qui est pareil très apprécié, la publication judiciaire, c'est-à-dire la possibilité de faire savoir urbi et orbi dans un magazine de presse spécialisé ou non que la société Intel a été condamnée pour concurrence déloyale. En termes de réparation d'un préjudice moral, ce peut être beaucoup plus efficace de réputation, pardon, ce peut être beaucoup plus efficace que l'allocation de dommages et intérêts. Dernier point d'intention, sachez que toutes les affaires initiées à compter du 1er janvier 2020 auront des décisions qui sont assorties de l'exécution provisoire. Dans notre jargon, ça signifie que immédiatement rendue, la décision est exécutoire. Avant, c'était plutôt l'exception. Les décisions étaient en général non exécutoires. Ça veut dire que si vous faites appel, si vous faisiez appel, l'effet de la décision était suspendu jusqu'à l'arrêt d'appel, ce qui pouvait prendre entre 18 mois et 2 ans, voire plus. Donc les parties étaient relativement sereines, même quand les décisions étaient très sévères, parce que ça ne s'appliquait pas tout de suite. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, ça va être d'application immédiate. Et un retrait de produit, un rappel de produit, la cessation immédiate d'une campagne de publicité, sous astreinte des sommes importantes, 5 000 euros, 1 000 euros par infraction constatée ou par jour pendant lesquels on constate qu'un site internet continue à faire une promotion illégale, je peux vous assurer que ça fait bouger les lignes très 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 rapidement. Donc il ne faut pas négliger ces sanctions secondaires qui ne sont pas directement de l'argent sonnant et trébuchant, mais qui peuvent être d'une efficacité assez forte. Je rajoute que c'est souvent d'ailleurs la première demande. Avant même un chiffrage de préjudice, c'est d'interdire la diffusion d'un produit, la commercialisation d'un produit. J'en veux pour preuve une action sur des produits anti-moustiques juste avant l'été. L'idée, effectivement, peut être d'interdire à la vente tel produit anti-moustique qui serait jugé déloyal ou telle crème solaire qui serait jugée déloyale. Le tribunal sera extrêmement vigilant sur les demandes de destruction de produits. Vous en doutez bien que on va regarder à 2 fois les demandes de destruction de stock. Premier point. Je reviens sur l'exécution provisoire qui aujourd'hui est effectivement systématique. Ça signifie que si vous voulez vous y opposer, il faut le plaider. Donc le juge va inviter les parties à le plaider
Je crains que vous n'ayez des difficultés à demander la suspension de l'exécution provisoire si elle n'a pas été plaidée. Je le crains. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Merci. Et même en ayant plaidé l'arrêt de l'exécution provisoire, ça peut être très compliqué de l'obtenir. C'est de toute façon extrêmement compliqué à obtenir, puisque pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, on ne plaide pas le fond. On ne replaide pas le fond. Nous allons quelques mots sur les autres droits de propriété industrielle à côté des brevets, les dessins modèles et les marques tridimensionnelles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les brevets dans la vie, ce que je regrette. Mais aussi parce que dessin modèle et marque 3D, en fait, c'est souvent beaucoup moins cher que les brevets. Donc, on peut avoir, je dirais, un petit plus pour finalement un investissement qui est financièrement relativement modéré. Alors, brièvement, le dessin modèle, ça protège l'apparence d'un produit, ou son orientation, ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, ses textures, ses matériaux, en fait, tout ce que vous voyez. Et une protection large, puisque ça s'étend à tout dessin et modèle similaire. C'est, je veux dire, si je devais faire une comparaison par rapport à la technique des brevets, eh bien, ça inclut aussi, bien entendu, ce qu'on a appelé les différences secondaires. Donc, on a une protection relativement large. Et puis surtout, le dessin modèle, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut protéger par les dessins modèles. Donc, la loi vous dit tout objet industriel ou artisanal, donc il ne faut pas hésiter. On peut protéger par le dessin et modèle des colonnes de chromatographie, ça peut vous paraître surprenant, mais ça existe. On a déposé des dessins modèles pour ce type de produit. Puis l'intérêt, enfin, d'un dessin modèle, c'est que c'est 5 ans renouvelable jusqu'à 25 ans. Et les professionnels des brevets ont immédiatement remarqué que 25 ans, c'est plus long que 20 ans. Donc, vous avez 5 ans de plus. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à rechercher une protection un petit peu plus longue. Les conditions de la protection sont assez classiques. Donc, il faut que ça ait un caractère apparent pour le public. Vous n'allez pas protéger quelque chose qui est caché, forcément. Il faut que ce soit nouveau. Et là, par rapport à l'appréciation classique de la nouveauté par rapport au brevet, quand même une petite subtilité, c'est l'état de l'art de référence. En matière de brevet, on a coutume de dire l'état de l'art, c'est tout ce qui a été publié, mis à disposition du public, n'importe où, n'importe comment. En fait, en dessin modèle, c'est pas le cas, puisque c'est ce qui était raisonnablement connu selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé par des professionnels agissant dans la communauté européenne. Donc, immédiatement, vous imaginez que comment les conditions de validité d'un dessin modèle ne sont pas les mêmes que pour un brevet, et donc le caractère local du dessin modèle a une vraie influence. Et puis surtout, en matière de dessin modèle, on bénéficie d'un délai de grâce. En matière de brevet, c'est connu, mais un délai de grâce d'1 an. Si vous divulguez vous-même, vous pouvez néanmoins encore bénéficier d'une protection, alors évidemment à moduler par rapport au délai de priorité de 6 mois, mais dans les faits, ça veut dire que si c'est « oups », j'ai divulgué mon invention, et bien effectivement, en matière de brevet, c'est très compliqué. Mais si vous pouvez encore la protéger par un dessin modèle, mais surtout, il faut pas hésiter. Puis évidemment, une condition de caractère propre. Alors certains feront pareil avec l'activité inventive, plus précautionneux, mais néanmoins, vous avez un référentiel qui est l'observateur averti. Alors, ce n'est pas le consommateur d'attention moyenne. Cet observateur averti, on le définit comme une personne de vigilance particulière, mais pas nécessairement professionnelle. Donc, à nouveau, une différence d'appréciation par rapport à ce qu'on appelle l'homme du métier en matière de brevet, qui permet d'avoir une protection souvent très intéressante. Évidemment, je dirais la face cachée du dessin modèle, c'est que la protection est limitée à une apparence qui exclut l'apparence exclusivement imposée par la fonction technique. Alors, il y a une appréciation qui a évolué au cours du temps, sachant que maintenant, les tribunaux ont plutôt une approche plutôt assez souple de cette exclusion. Et donc, si on ajoute quelques éléments ou les éléments inutiles, en fait, en général, on devrait facilement passer le test. Et on a évidemment une exception sur ce qu'on appelle les interconnexions. C'est toute la problématique des capsules Nespresso et de l'intercompatibilité. Je vais passer sur ce point. Autre élément important en parallèle des brevets, les marques tridimensionnelles. Donc, ça ressemble un petit peu au dessin modèle, sauf que c'est sous l'empire de la loi des marques. Et là, à nouveau,
un avantage concurrentiel de la marque 3D, c'est la durée de protection. C'est 10 ans renouvelable indéfiniment. Donc, vous avez un brevet qui dure 20 ans, ben une marque ça en dure 10, 20, 30, 40, 50, et vous avez des marques extrêmement vieilles. La marque tridimensionnelle de la bouteille de Perrier, elle est infiniment plus vieille que le brevet qui a conduit à cette bouteille. À nouveau, des conditions, ne pas être constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit qui sera imposée par la nature même de ce produit. En général, c'est quelque chose qui est d'application assez limitée. Alors, il y a un cas assez connu qui est celui du Rubik's Cube. Effectivement, la marque 3D, c'est nécessairement le produit en tant que tel qui a eu un refus de cette marque 3D. Et le caractère distinctif, on rappellera que le tracking par l'usage, donc il y a un arrêt KitKat où en fait, la démonstration n'a pas pu être faite sur la totalité des pays de l'Union européenne, mais sinon on rappelle que une marque tridimensionnelle, ça peut acquérir le caractère distinctif, donc son caractère de limité. Si je fais un parallèle à nouveau encore avec les brevets, si c'est pas nouveau au moment du dépôt, ça ne sera jamais nouveau. En fait, une marque qui n'est pas distinctive lors de son dépôt peut acquérir ce caractère de distinction au fil du temps. Et donc, c'est encore un avantage. Puis, je vais prendre un petit exemple. Je vais parler des capsules de Nespresso. Je vais aller dans un domaine beaucoup plus basique, qui sont les produits pour toilette. Les produits pour toilette, certaines personnes ne boivent pas de café tous les jours, d'autres préfèrent le thé. Par contre, les toilettes, tout le monde les utilise tous les jours. Et dans les linéaires des grandes surfaces, il y a quelques années, il y a eu un nouveau produit qu'on appelle le 4Balls dans le jargon. Le 4Balls fait l'objet de nombreuses protections avec en fait la totalité des droits de propriété industrielle, puisqu'on a eu des brevets. Il y en avait évidemment une palanquée de brevets, il y en avait un, mais en fait, il y en avait une petite dizaine de brevets sur la composition chimique du détergent, sur la petite plaque, le répartiteur, ce qu'on appelle le répartiteur d'eau de chasse, c'est ce qui est indiqué dans la représentation. Donc, une première couche de protection sur des brevets. Bien entendu, Henkel ne s'est pas arrêté là, Henkel a déposé quelques dessins modèles. Donc là, vous avez une représentation limitée des dessins et modèles qui ont été déposés par Henkel pour protéger leurs produits. Et on parlait des coûts tout à l'heure pour déposer ces modèles communautaires. En fait, ça coûte relativement peu cher puisque vous pouvez mettre jusqu'à 100 buts par modèle communautaire. Donc, c'est quelque chose qui est très facile, qui n'est pas cher. Donc, je ne peux qu'encourager à doubler une protection d'un produit, surtout un produit de grande consommation comme les produits pour toilettes par des dessins modèles. Puis, bien entendu, Henkel ne s'est pas arrêté à des dessins modèles. Ils ont aussi déposé des marques tridimensionnelles, marques 3D. Donc là, à nouveau, quelques représentations. Vous voyez qu'entre la marque 3D et le dessin et modèle, il y a finalement peu de différence. Mais des protections différentes, puisque dans les pays de l'Union européenne, vous avez parfois des protections différentes pour le dessin modèle et les marques, des tribunaux compétents différents et des actions possibles pour vis-à-vis des tribunaux qui diffèrent entre un dessin modèle et une marque. Et bien entendu, pour la petite histoire, dans ce domaine des produits pour toilettes, en fait, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un domaine extrêmement concurrentiel. C'est un domaine qui n'avait pas beaucoup bougé pendant fort longtemps, parce que la barrette pour toilettes était restée pareille depuis 50 ans. Et en fait, ce produit 4Balls de Henkel a un petit peu renouvelé le marché. Et en parallèle des brevets, des dessins modèles, des marques 3D de Henkel a aussi fait valoir de façon assez indirecte une éventuelle concurrence déloyale par des acteurs qui viendraient à arriver sur le marché avec non pas des 4Balls, mais des 4Squares, tout autre barrette qui comprendrait 4 éléments chimiques ou 4 compositions. Et donc Henkel a aussi fait valoir par la concurrence déloyale le complément de protection sur ces produits. Et de fait, quand vous regardez les linéaires, en fait, personne ne fait 4Balls maintenant. On a toujours des variantes diverses de ce produit. Donc, le brevet, oui,
il n'y a pas que le brevet, il y a d'autres modes de protection qui sont très faciles, qui sont très peu chers et qui offrent une protection complémentaire très utile à côté des brevets. Un petit jeu de chaise musicale. Oui, pardonnez-nous, comme certains nous signalent qu'on ne nous entend pas très bien, on se rapproche du micro pour être sûr que la qualité est bonne. Troisième partie donc, la répartition de compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Ça peut paraître assez théorique, mais en pratique c'est assez stratégique. On va donc parler des règles, on va parler de la situation bien sûr où les règles se compliquent, qui est la situation de connexité, de la notion de fait distinct et enfin des considérations stratégiques. Alors, s'agissant des règles, le principe est très simple, c'est-à-dire que les litiges entre commerçants, entre sociétés commerciales, relèvent par principe du tribunal de commerce, sauf par exception quand une loi spéciale donne compétence à une autre juridiction. Et c'est bien évidemment en matière de propriété intellectuelle le cas, puisque la compétence est expressément réservée au tribunal judiciaire, ancien tribunal de grande instance, voire même en matière de brevet, au seul tribunal judiciaire de Paris. Donc, principe contentieux tribunal de commerce, exception en matière de brevet notamment, propriété littéraire et artistique, dessin et modèle, obtention végétale ou marque. On va devant le tribunal judiciaire et même celui de Paris pour les brevets d'invention. Donc, concurrence déloyale dont nous parlions tout à l'heure, ça ne fait pas partie de ces exceptions, ça relève de la compétence du tribunal de commerce, en général, celui du lieu du siège de l'adversaire ou celui du lieu où ont été constatés des manquements ou le comportement déloyal. Ou pardonnez-moi également, celui où on subit le préjudice, on pourra en parler, mais il y a aussi un vrai choix stratégique du tribunal devant lequel vous allez aller plaider votre affaire de concurrence déloyale, parce que selon les juridictions, ils sont plus ou moins sensibles à cette matière qui est extrêmement vivante, et donc il vaut mieux aller parfois devant une juridiction qui connaît bien le sujet, ou parfois devant une juridiction qui, qu'on le veuille ou non, aura quand même une tendance à plus protéger les sociétés de son périmètre géographique, donc ce choix est très important. Mais on se retrouve donc avec des droits un peu voisins, à la frontière les uns des autres, les brevets d'un côté, la concurrence déloyale de l'autre, et avec une compétence des tribunaux radicalement différente. Donc, bien évidemment, pour reprendre le petit encadré en bas de ce slide, si ça ne concerne que de la concurrence déloyale, c'est le tribunal de commerce qui l'emporte. Si en revanche, votre affaire est un mix de concurrence déloyale et de brevets, et nous allons voir que ça arrive assez régulièrement, alors l'exception l'emporte. Vous devez porter votre dossier devant le tribunal judiciaire qui, bien que n'étant pas un tribunal de commerce, sera également le juge de l'éventuelle concurrence déloyale. Et puis, troisième cas particulier, les parties peuvent, dans des domaines très techniques, faire le choix de soumettre leur litige à un tribunal arbitral. Parlons de la connexité. La connexité, comme je vous le disais, c'est lorsque une affaire a à la fois une dimension de propriété industrielle, souvent brevet, et à la fois une dimension concurrence déloyale avec des agissements de concurrence déloyale. Donc la connexité, c'est dans la même action, vous avez une demande relative à des droits de propriété et une demande de concurrence déloyale. Dans ce cas-là, vous devez, une fois encore, c'est ce que je vous disais déjà, aller devant le tribunal judiciaire. Si en revanche, vous n'avez pas de connexité, vous avez deux affaires qui sont liées, mais vous n'avez pas de connexité, vous êtes capable de raconter deux histoires différentes, des agissements qui sont caractéristiques de brevet, de contrefaçon de brevet, des agissements qui sont caractéristiques de concurrence déloyale, vous pouvez aller soumettre ce dossier à deux tribunaux différents, parfois qui ne sont même pas dans la même juridiction, ça peut créer des situations un peu compliquées, mais au-delà d'une possibilité, c'est même une exigence, parce que le tribunal judiciaire ne serait pas compétent pour connaître de la problématique de pure concurrence déloyale distincte du brevet que vous lui soumettriez. Et en tentant de faire ça pour simplifier les choses, vous risqueriez de perdre beaucoup de temps puisque l'adversaire ne manquera pas de sauver l'incompétence, etc., etc. Donc, il y a un
un vrai sujet sur cette connexité. Et il y a un vrai sujet sur ce choix justement d'aller devant le tribunal judiciaire soumettre les deux, ou d'aller devant le tribunal commercial si on n'est que sur de la concurrence déloyale. Alors, c'est très simple. La solution qu'il faut retenir, je m'écarte un peu de cette slide qui est très complète mais un peu longue et complexe à lire. Retenez que dès l'instant que va être évoquée la question d'un brevet, il faut aller devant le tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce, les magistrats du tribunal de commerce qui connaissent parfaitement cette règle de répartition de compétences n'iront jamais examiner un brevet, une convention portant sur un brevet, un droit portant sur un brevet, même si on n'est pas directement dans une action en contrefaçon du brevet. La simple, je vais même aller un peu au-delà, ça n'engage que moi une fois encore, je laisserai Madame Doster compléter, mais j'ai envie de dire que la simple évocation du mot brevet crée une difficulté dans un dossier au commerce. Donc, souvent, nos clients nous disent on va faire une action concurrence déloyale, mais on va en plus raconter dans notre assignation que on agit certes que sur le terrain de la concurrence déloyale, mais qu'en plus on avait bien déposé un brevet sur ce produit-là et que on a des droits de propriété intellectuelle là-dessus. Même si on demande rien, la simple évocation du mot brevet va nécessairement créer un peu une réticence de la part du tribunal, et puis surtout, vous pouvez être sûr que votre adversaire va dire, vous avez prononcé le mot brevet, donc vous êtes sur des droits de propriété intellectuelle, donc le tribunal de commerce n'est pas compétent, donc je vous invite à aller devant le tribunal judiciaire. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, vous allez perdre entre 4 et 6-8 mois de contentieux sur la compétence avant d'aller sur le fond, et l'adversaire qui pendant ce temps-là peut continuer son agissement déloyal parce qu'aucun jugement n'a été rendu, aura beau jeu de faire durer la procédure autant que possible. Donc il faut réfréner l'envie de parler de brevet devant le tribunal de commerce. Si vraiment vous pensez que la dimension brevet est importante, qu'il faut l'évoquer, qu'il faut la soumettre, et que des questions surtout se posent sur les brevets, il faut aller devant le tribunal judiciaire. Je crois que François a un point là-dessus. Je voudrais juste rebondir pour dire une chose. Évidemment, le tribunal de commerce ne va pas examiner le brevet. Mais pour autant, la question peut se poser à l'appui d'une action en concurrence déloyale pour parasitisme. J'en veux pour preuve une affaire qui a déjà 2-3 ans sur de la concurrence entre des centrales vapeur, entre deux grands fabricants notoires. Le premier reprochait au second d'avoir parasité la notion de centrale vapeur alors que le produit ne serait pas une centrale vapeur. Et donc, le reproche était de dire vous affirmez que votre produit est breveté et que donc il est breveté en tant que centrale vapeur. Moi, je vous dis que vous faites usage d'une qualité que vous n'avez pas et que votre produit n'est pas breveté. Et donc, vous venez me concurrencer sur le segment des centrales vapeur avec un produit qui en fait n'est pas une centrale mais un fer à repasser. Quelle ne fut pas la surprise des parties en constatant que le tribunal à qui on montrait un brevet en néerlandais a pris le brevet, a regardé en néerlandais que c'était bien un brevet pour en faire effectivement un des éléments de preuve dans le dossier en concurrence parasitaire. Donc tout ça pour dire avec un petit clin d'œil que nous ne sommes pas allergiques au mot de brevet et que d'ailleurs souvent certains sont surpris de la connaissance de certains juges des secteurs d'activité, mais en tout cas que tout ceci ne rentre que dans une question de concurrence. La frontière est compliquée parce que, je disais tout à l'heure qu'on parle de valeur économique sur le parasitisme. J'ai en tête également une affaire entre un très célèbre bijoutier et puis H&M. Le bijoutier reprochait à H&M de commercialiser un produit qui était tout à fait dégradant d'une célèbre création emblématique du bijoutier. Le H&M a dit, mais je soulève une exception d'incompétence parce que vous êtes en train de me parler de votre marque, vous êtes en train de me parler des signes distinctifs de votre marque, et donc ce n'est pas devant le tribunal de commerce, c'est à l'époque devant le tribunal de grande instance. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, le tribunal a débouté de l'exception d'incompétence en disant
L'assignation a été placée sur le terrain de la concurrence et non pas sur la protection de propriété intellectuelle, et la démonstration des caractéristiques du produit n'a été faite que pour affirmer cette valeur économique. Donc, sur la question de la compétence, tout dépend comment l'assignation est placée et rédigée. Et ensuite, effectivement, tout dépend de savoir s'il y a une revendication de droit de propriété intellectuelle, ce qui n'est évidemment quasiment jamais le cas, sauf lorsque vous pouvez avoir des affaires qui sont un peu construites au départ sur de la propriété intellectuelle, puis qu'on transforme en concurrence. Il peut y avoir quelques approximations dans la rédaction. Mais sinon, vous avez un examen de ces questions de propriété au besoin, au soutien de la démonstration de la valeur économique. J'ajoute que ces questions de frontières ne sont pas complètement évidentes, ne sont pas complètement résolues dans l'esprit d'un certain nombre de justiciables, mais elles sont très clairement posées par le tribunal de commerce, nonobstant le fait qu'on peut regretter de ne plus avoir la compétence sur ce sujet. Voilà, je ne veux pas être trop longue, mais en tout cas, cette notion de brevet rentre dans le champ de la concurrence. Juste pour ajouter supplémentaire, deux aspects sur cette compétence de commerce. Naturellement, en cas d'un litige portant sur un contrat, le tribunal de commerce semble naturellement compétent. Parfois, il y aura des difficultés, notamment sur un contentieux sur des licences de brevets, puisque le code de l'API prescrit qu'en cas de dépassement de l'objet du contrat, eh bien, le breveté peut agir en contrefaçon contre son licencié. Donc là, en fait, il y aura une histoire de choix entre est-ce que je fais de la violation contractuelle ou de la contrefaçon. Évidemment, en fonction du fondement, eh bien, on aura un choix ou pas sur un tribunal. Et puis, une petite remarque, je dirais, très géographique. Parfois, le tribunal de commerce étant un tribunal local, différent du tribunal de Paris qui entend toutes les affaires de brevet, vous pouvez parfois bénéficier d'une approche très locale, notamment quand le tribunal de commerce s'estime justement compétent, alors qu'il ne l'est manifestement pas. Donc, parfois, le contentieux dans le tribunal de commerce va se heurter à la volonté parfois, notamment sur les tribunaux de moins grande importance, de s'attribuer une compétence qu'ils n'ont pas. Donc, oui, normalement, il y a une séparation entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, mais dans les faits, je ne suis pas. C'est plutôt l'art divinatoire pour savoir qui, à la fin, aura raison. Pareil, une slide un peu longue pour expliquer une chose relativement simple, en fait. C'est que, c'est ce que je vous disais au début, vous pouvez choisir de faire d'un côté de la concurrence déloyale, de l'autre une action sur le brevet, si vous avez des faits distincts et une histoire bien distincte à raconter. Si en revanche l'histoire n'est pas forcément très distincte et que vous avez un droit de propriété intellectuelle qui est relativement faible. Ce que j'appelle un droit de propriété intellectuelle faible, c'est un brevet dont la validité est contestée par votre adversaire. Dans ce cas-là, une solution consiste à faire les deux demandes devant le tribunal judiciaire. À titre principal, mon brevet est valable et vous l'avez contrefait, je demande une indemnisation. À titre subsidiaire, si le tribunal considère que je n'ai pas droit, que mon brevet n'est pas valable, c'est malgré tout de la concurrence déloyale. Donc ça crée un filet de sécurité très intéressant pour les sociétés, pour les plaideurs. Avec la difficulté, bon là c'est nos histoires internes, que quand vous demandez un subsidiaire, c'est que nécessairement vous avez conscience de la fragilité de votre demande principale, donc c'est toujours des choix stratégiques assez délicats à faire, mais il y a des situations où très clairement, on a une contestation en face qui tient la route, et on a aussi une concurrence déloyale, et donc on soumet tout au tribunal judiciaire. En revanche, quand on a une histoire bien séparée à raconter, on peut tout à fait faire deux actions distinctes. Et je reviens sur cet exemple qui a le mérite d'être très récent du dossier Valeo dont je vous parlais tout à l'heure. Pour une partie des équipements automobiles, il y avait clairement une contrefaçon parce qu'il y avait 3 brevets dont on considère qu'ils sont contrefaits. Donc il y a eu un choix d'aller pour une partie des produits devant le tribunal judiciaire pour des questions de droit de propriété intellectuelle. En revanche, pour une autre partie, on considérait que l'aspect concurrence déloyale primait largement sur l'éventuelle contrefaçon.
avec une histoire à raconter, avec des preuves très, très précises et totalement dédiées à ça. Donc, bien évidemment, on a fait une autre action, là, devant un tribunal de commerce d'une autre ville. Donc, vous aviez deux affaires qui sont un peu liées quand même, puisque c'est les mêmes adversaires, c'est des produits d'une même gamme, mais avec des règles de droit, des magistrats, des villes différentes. C'est ce qui est toujours un peu risqué quand vous faites ça, c'est que bien évidemment l'adversaire s'en sert pour soulever des difficultés procédurales, donc vous perdez un peu de temps, mais à la fin vous avez malgré tout deux problématiques distinctes, tranchées par deux juridictions aux compétences distinctes et qui n'ont pas les mêmes compétences pour trancher le problème de l'autre. Donc on perd un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup de bien s'assurer qu'on confie la bonne question au bon tribunal. Et puis pour en finir sur les considérations stratégiques, alors là je les présente rapidement et bien sûr je suis impatient d'avoir les commentaires de Madame Deuster. Alors, les grands avantages du tribunal de commerce, c'est que la procédure est un peu moins rigide qu'au tribunal judiciaire et donc c'est un peu plus rapide qu'au tribunal judiciaire. Deuxièmement, le régime probatoire est un peu plus favorable. En théorie, les règles sont les mêmes. En pratique, comme je vous le disais tout à l'heure, le magistrat du tribunal de commerce qui est plus sensible à la réalité de la vie des affaires peut donner un 145, la fameuse mesure qui permet d'aller chercher des preuves chez l'adversaire plus facilement qu'un tribunal judiciaire. Un tribunal de commerce peut se contenter de mails, de SMS, et au lieu d'attestations en bonne et due forme, il y a une souplesse de la preuve devant le tribunal de commerce. Et puis, le tribunal de commerce est beaucoup plus sensible au sujet de l'indemnisation. Et va passer beaucoup de temps parce qu'on est entre commerçants, on est là, ce qui compte c'est le résultat financier, donc on est là pour voir quelles sont les conséquences, donc il y a une vraie attention particulière qui va être donnée au préjudice financier. Là où, vous l'imaginez bien, quand vous allez soumettre un contentieux de concurrence déloyale devant un tribunal judiciaire, d'abord, ce qu'ils vont regarder, c'est la validité du brevet, etc. La notion de concurrence déloyale, ils y sont moins sensibles. Et puis, le préjudice financier de l'entreprise, qui, pareil, ils savent faire. Je dis pas qu'ils ne savent pas faire, mais il y a moins d'appétence de la part d'un tribunal judiciaire que de la part d'un tribunal de commerce. Après, il y a des considérations, comme je vous le disais, de sensibilité. Par exemple, vous plaidez devant un tribunal de commerce composé d'un chef d'entreprise, d'un expert comptable et d'un dirigeant d'une entreprise d'assurance. Ils savent ce que représente la désorganisation d'une société par le débauchage d'une équipe de 4 ou 5 salariés, dont un salarié qui faisait 10% du chiffre d'affaires. Ils se rendent compte au quotidien, ça leur est arrivé dans leur carrière, ça pourrait leur arriver ou c'est arrivé à des amis ou connaissances. Donc il y a une vraie mesure de la réalité du préjudice de concurrence déloyale, là où un tribunal judiciaire pourrait être plus, on va dire, théorique dans l'analyse de la faute et du préjudice. Et puis dernière contrainte que j'évoquais un peu, qu'évoquait François, et à mon avis Madame Deuster va réagir négativement parce qu'à Paris c'est pas le cas, il y a tellement d'affaires que bien évidemment c'est pas le cas, mais dans le choix du tribunal de commerce, évidemment si vous êtes une entreprise rouennaise, que vous êtes attaqué de manière extrêmement déloyale par un concurrent parisien et que vous voulez faire condamner ses agissements, eh bien qu'on le veuille ou non, vous aurez une qualité d'écoute certainement meilleure devant le tribunal de commerce de Rouen que devant le tribunal de commerce de Paris. Je ne dis pas que le tribunal de commerce de Rouen va tordre la réalité judiciaire pour vous donner raison, évidemment que non, mais la sensibilité et l'écoute du tribunal de commerce sera certainement meilleure que celle d'une juridiction parisienne qui maîtrise parfaitement le sujet parce qu'elle a un volume d'affaires en concurrence déloyale supérieur à son homologue. J'ai pris Rouen, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre juridiction de même taille, mais avec peut-être un peu moins d'attention sur le dossier. Donc il y a dans le choix géographique, dans le choix technique, tout un arbitrage à faire assez sensible et qui sera susceptible d'avoir un impact sur l'affaire à la fin, sur la décision à la fin. 3 observations. Merci d'avoir rappelé l'ADN des juges du tribunal de commerce. Très rapidement, pour ceux qui ne seraient pas totalement familiers du tribunal, tous les juges sont d'abord bénévoles, mais sont issus du milieu des affaires. Il y a des profils très variés. Nous avons une représentation d'à peu près toutes les grandes écoles d'ingénieurs, toutes les grandes écoles de commerce. Nous avons à peu près 30% de juristes. Nous avons donc une population qui connaît de très nombreux secteurs d'activité, dont la carrière est
se déroulent actuellement ou certains sont en retraite, mais en tout cas ont par leur fonction professionnelle acquis des connaissances et des compétences en matière d'affaires qui, je crois, ne prêtent pas à commentaires complémentaires. Mais de toute façon, ça veut dire que l'écoute et le regard des juges sont fondamentalement différents, sans vouloir mettre de hiérarchie de valeur, de l'écoute d'un tribunal judiciaire composé de magistrats de carrière ayant fait l'école de la magistrature, même si les juges au tribunal de commerce sont soumis à une obligation de formation continue par l'école de la magistrature. Premier point. Deuxième point, c'est celui de la procédure et du régime probatoire. En matière commerciale, la preuve est libre, ce qui veut dire que tous les éléments peuvent constituer des présomptions que le juge va regarder. Et ce d'autant que nous sommes parfaitement conscients à quel point il est parfois difficile de rapporter la preuve de la faute, mais surtout du préjudice. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce que les juges sont très ouverts, comme on le disait à l'instant, sur le régime de la preuve. Il est important d'avoir en tête que les preuves peuvent se demander dans le cadre d'un 145, doivent s'obtenir rapidement et que, évidemment, la preuve incombe au demandeur, sauf exception dont on ne traitera pas aujourd'hui. Donc, il faut effectivement être très vigilant à ne pas non plus négliger l'incertitude qui peut s'attacher à un certain nombre d'éléments de preuve et vraiment travailler infiniment ce point. Le tout dans le cadre d'une procédure qui se veut de plus en plus rapide. J'en dis quelques mots rapidement. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que le tribunal de commerce de Paris remet en chantier la procédure et la conduite des audiences. Il y a un double objectif. Gagner du temps et renforcer le jeu du contradictoire et de l'égalité des armes, réduire les délais parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne des contentieux n'est encore pas totalement satisfaisante au regard de la qualité de service due aux justiciables et puis aussi on regarde un peu dans un contexte de benchmark, au regard d'autres juridictions entre guillemets concurrentes puisqu'aujourd'hui on parle de marché du droit. Ça a également pour objectif de remettre le juge au centre du jeu et lui donner la main sur la conduite de la procédure. Ça passe par une utilisation très large des calendriers de procédure, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça passe aussi par le fait que le juge va maîtriser les éléments de preuve et les documents qui peuvent être échangés entre les parties. Donc je n'en dis pas beaucoup plus. Le tribunal communiquera dans les prochains mois sur l'évolution de sa jurisprudence et je suis certaine que vous vous jetterez sur l'information. Troisième élément, c'est celui de la réparation du préjudice. Tout à l'heure, Maître Vangaver évoquait le fait que l'expertise est de plus en plus, depuis quelques années, au centre du dialogue entre les justiciables, leurs conseils et les magistrats. C'est tout à fait vrai. Il y a eu un dialogue très approfondi et continu entre les experts économiques et les juges consulaires pour plusieurs choses. D'abord, pour rendre accessibles les expertises économiques au commun des mortels, tout le monde n'ayant pas fait des études d'expertise plus 15 pour comprendre la langue des experts économiques. Donc ça a consisté à rendre la chose plus accessible et à rationaliser un certain nombre de rapports, puisque ça pouvait parfois être un peu confus sur le fait de savoir si l'expert communiquait loyalement au tribunal ou reflétait une position de client qui pouvait parfois être un petit peu exotique. Donc il y a une rationalisation de ces rapports avec une meilleure présentation du périmètre, des données qui sont utilisées, des scénarios contrefactuels qui sont retenus, des données à l'appui de ces rapports. Et il y a effectivement aujourd'hui des expertises économiques largement soutenues, toujours avec les conseils bien sûr, devant le tribunal, avec des audiences qui sont dédiées pour les rapports les plus importants. Retenez que les expertises économiques sont aujourd'hui totalement intégrées dans la réflexion des juges, totalement intégrées dans la motivation des décisions des juges et qu'elles sont un élément essentiel des procédures menées devant le tribunal de commerce et particulièrement celui de Paris.
Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre comme étant un élément secondaire après la démonstration de la faute. C'est un élément essentiel de la quantification du préjudice et Dieu sait que ça n'est pas tout à fait simple. Je voudrais insister sur le fait que le tribunal de commerce de Paris continuera à envoyer des signaux très clairs dans sa jurisprudence sur l'écoute et la prise en compte des méthodes économétriques qui sont exploitées par les experts et qu'il faut donc bien intégrer le critère temps dans la stratégie judiciaire. Parce qu'un rapport d'expert ne se fait pas en 15 jours, ni même en un mois, il faut parfois plusieurs mois. Donc il faut savoir si l'expert de partie intervient avant de saisir le juge ou au cours de la procédure au fond, mais ceci est un élément essentiel dans la durée, le coût et les chances de succès des procédures. Merci. Pourtant, parallèle avec la protection accordée par brevet, le secret des affaires, je sais que Mme Dostert est une grande fan. Une grande fan. Une très grande fan du secret des affaires. Donc, vraiment, on va regarder un peu les outils avant. Les nouvelles dispositions légales, la définition et puis les mesures susceptibles d'être accordées. Donc, avant cette fameuse loi sur le secret des affaires, donc, qui est environ un an et demi, on avait une violation de secret de fabrique. C'était uniquement pour le contrat de travail. Les règles classiques de RC, concurrence déloyale, avec les difficultés qu'on vient de voir. Et puis éventuellement une responsabilité contractuelle en cas de violation d'un accord de confidentialité. Donc, depuis la nouvelle loi sur le secret des affaires, une définition avec des actes licites, illicites et l'inopposabilité. Les actes licites, c'est bien entendu la détention légitime. Il y a eu un contrôle licite de la chose, aucune difficulté. Et si vous l'avez obtenu de façon licite, notamment par un reverse engineering ou parce que vous faites la mention en parallèle. Donc là, tout de suite, la limite par rapport au brevet, c'est que dans un brevet, si vous faites la mention et que vous déposez en deuxième, vous serez susceptible d'être contrefacteur. Bien entendu, le secret des affaires, dans ce cas-là, n'offre pas la même protection que les brevets. Les actes illicites, on a une définition de ce qu'est un acte illicite. Donc, une obtention illicite et une utilisation, une divulgation illicite. Ce qui est important ici, c'est que ça s'étend à toute personne qui savait ou aurait dû savoir que le secret avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou qui divulguait de façon illicite. Donc, on a une application qui est beaucoup plus large que précédemment. Néanmoins, un bémol, c'est l'inopposabilité. Et on a eu une illustration récente de l'inopposabilité du secret des affaires. C'est une demande d'information dans le cadre d'une action en contrefaçon. Le magistrat a considéré que la protection des droits de pays constitue la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union. Et donc, le secret des affaires, le principe du secret des affaires a été déclaré inopposable par le magistrat. Alors, c'est une ordonnance simplement à ce stade, qui fera l'objet évidemment d'un contentieux nourri derrière. Simplement, dans le cas qui avait été soumis au magistrat, les conditions d'accès aux documents n'avaient pas été discutées. Donc, le principe est que vos droits de pays vous donnent l'accès aux documents comptables de votre adversaire. Après, je pense qu'on doit quand même pouvoir moduler cet accès. Quelques exemples où le secret des affaires est forcément utile, c'est la protection du savoir-faire non brevetable. Donc, il y a du savoir-faire non brevetable et le secret des affaires va permettre d'offrir une protection. Le savoir-faire qui entoure une demande de brevet, tous les rédacteurs de brevets savent que quand ils écrivent et rédigent leurs exemples, c'est est-ce que je mets la température exacte, est-ce que je mets la composition exacte, est-ce que je mets la marque de l'additif, enfin, tous ces éléments qui constituent un savoir-faire et maintenant un secret des affaires, eh bien, aura une utilité. Et puis surtout, ce savoir-faire qui entoure l'invention après l'expiration du brevet, puisqu'un brevet, ça dure 20 ans. Et en fait, la protection conférée par le secret des affaires, eh bien, en fait, elle n'aura pas de limite dans le temps. Et donc, vous pourrez avoir une protection sur le secret des affaires postérieurement à l'expiration de votre brevet. Et ça, bien entendu, ça a un intérêt pour les licences mixtes, pour avoir des revenus postérieurement à l'expiration d'un breveté. Complémentaire aussi au droit des brevets parce que vous pouvez invoquer le secret des affaires à l'appui d'une action en revendication de brevet. Il n'y a pas la revendication de brevet est une chose, mais avec les dispositions sur le secret des affaires, ça peut vous assister
pour justement démontrer le caractère frauduleux de la soustraction. Donc des outils nouveaux et supplémentaires pour vous aider dans la revendication de propriété. Et puis, bien entendu, un aspect très important, c'est que le secret des affaires est opposable aux salariés. Ça, comme avant, mais surtout, par exemple, aux fournisseurs ou distributeurs ou partenaires commerciaux. Tout le monde sait bien que dans les usines, quand vous avez un fournisseur qui fournit 2 usines concurrentes, évidemment, quand le lundi, le livreur, il vient livrer son produit, le mardi, quand il est dans l'autre usine d'à côté, il va dire « Tiens, en fait, tu sais que j'ai livré ton concurrent là, qui est à 10 km avec le produit machin, ça marche super bien. » Donc, le secret des affaires va permettre justement de pouvoir gérer ce type de problème. Les critères pour ce secret des affaires, donc 3 critères cumulatifs. D'abord, le premier, c'est une page généralement connue ou aisément accessible. Ben oui, effectivement, ça semble logique en termes de secret, évidemment. Une deuxième condition, c'est que ça doit avoir une valeur commerciale. Là, c'est l'aspect affaires. On voit la valeur qui est attribuée. Et puis, bien entendu, le point, qui est le point en débat, et je suis sûr que Mme Toster nous apportera son éclairage, c'est que pour bénéficier de la protection des secrets des affaires, vous devez faire part de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour justement protéger ce caractère secret. Très brièvement, le premier critère, ne pas être généralement connu. Alors évidemment, comme c'est un caractère secret, c'est très subjectif. Néanmoins, le considérant 14 de la directive va exclure du savoir-faire les infos courantes, ce que n'importe qui dans le métier va obtenir. Puis des infos que généralement tout le monde connaît, à savoir vous adresser à Pierre, Paul ou Jacques, généralement ils sont censés avoir la même connaissance. Donc ça, exclu du secret des affaires. La valeur commerciale, en fait, c'est assez simple, c'est toute information qui permet de faire des économies ou qui justifie le paiement d'un prix pour obtenir. Et puis, le parallèle, c'est évidemment le dommage qui est causé par la divulgation de ce secret des affaires. Donc finalement, la caractéristique de la valeur commerciale en fait, est assez extensive. Et donc, ça veut dire que globalement, tout secret pourra sans doute bénéficier de la protection du secret des affaires à l'aune de ce second critère. Alors, le troisième critère sont les mesures de protection raisonnable. C'est le point qui est le plus délicat. D'abord parce que c'est un point qui est nouveau. Les 2 premiers points étaient trouvaient déjà un fondement légal, notamment dans le règlement d'exemption sur les licences de brevets de savoir-faire. Et les mesures de protection raisonnable ont été rajoutées par la directive implémentée par la loi de fin 2018. Des exemples qui peuvent être pris en considération. L'existence de relations commerciales. Ce n'est pas suffisant. La mention confidentielle ou disponibilité exclusive. Deux affaires récentes avec la mention confidentielle sur un document et le fait que certains documents, même ne portaient pas à la mention confidentielle, avaient une diffusion restreinte à certaines personnes. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Les travaux parlementaires nous rappellent que la simple mention confidentielle n'est pas suffisante pour être considérée comme une mesure de protection raisonnable. À côté de ces mentions directement, des systèmes d'information concernant l'identité, le moment auquel les documents ont été édités, une décision récente, la mention confidentielle, mais surtout un système d'information qui avait classé les informations à un niveau, dans le cas considéré, c'était C1, C2, C3. Imaginez tout de suite le niveau de classification et le document en cause avait reçu une classification qui était la classification la plus élevée. Ces décisions, donc 2 décisions comme HF et Cibo et puis de Fapago L'Oréal sont des décisions auxquelles nous avons contribué de façon positive. Nous disent que les mentions sur les documents et l'accessibilité des documents sont des éléments importants, pas suffisants, mais très importants. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Oui, je voudrais tout à fait m'inscrire dans le sens de vos propos.
pour faire part d'une forme de constat d'étonnement sur les affaires que je vois passer au tribunal de commerce de Paris, parce que je suis assez surprise de voir que de très nombreuses entreprises en demandent sur le secret des affaires, sont extrêmement fragiles sur ce troisième pilier qui est celui des mesures de protection raisonnables. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les informations ont pu circuler très largement au sein des entreprises et même ailleurs, ce qui est quand même très étonnant. Et puis, qu'il n'y a pas de classification de la protection, qu'il n'y a pas de mesures internes dans les entreprises permettant de dire qu'il y a une véritable gestion du secret d'affaires. Donc, c'est le point faible de ce triptyque sur le secret des affaires 2018. Et vraiment, je ne peux qu'inviter à être extrêmement vigilant sur la mise en œuvre à l'interne et à l'externe de ces murailles pour protéger les secrets d'affaires. Je n'ai pas eu de questions de propriété intellectuelle, j'ai des questions de business plan. Je vois qu'un business plan a circulé dans la moitié de l'entreprise, que des commerciaux puissent en parler à l'extérieur et qu'il puisse y avoir des questions délicates de ce genre ne m'étonne pas. À partir du moment où tout un chacun a accès à des informations sur la stratégie et le forecast de l'entreprise, on a un tout petit souci. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Ce qu'on vient de dire sur les deux premiers aspects n'emporte pas de commentaire particulier puisque, comme vous le disiez à l'instant, c'est l'évidence. Hein. Il faut qu'il y ait une valeur commerciale à la chose aussi et puis qu'on ait ce premier point que ce ne soit pas nécessairement et facilement connu. Mais ce troisième volet, je ne peux qu'être qu'être très ferme sur la nécessité de le travailler et de continuer à le travailler. Merci. Un point particulier d'attention sur les mesures de protection raisonnables, c'est le contrat ou la clause de confidentialité. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Puisque les États-Unis ont depuis 40 ou 50 ans on appelle le multi-essai, le Uniform Trade Secret Act, qui est en fait notre directive, mais il y a 50 ans. Donc, les États-Unis ont quelques trains d'avance, je dirais, sur le sujet. Alors, encore une fois, ce sont des statistiques, mais le document nous dit que vous avez quand même beaucoup plus de chances de devoir reconnaître l'adoption de mesures de protection raisonnable quand vous avez un accord avec un tiers et un accord avec votre salarié. Et on a un exemple auquel nous avons aussi contribué, la violation d'une clause de confidentialité dans le contrat de travail. Et c'est la violation de cette clause de confidentialité qui a amené la réparation du préjudice. Donc, un contrat de confidentialité est utile. Vous allez me dire, oui, mais en fait, avec la réforme du Code civil depuis octobre 2016, et le nouvel article 1112-2, il y a un devoir de confidentialité d'origine légale. Certes, le seul problème, c'est que cet article ne vous dit pas ce qui est confidentiel. Et donc, en fait, l'absence de définition de confidentialité dans le Code civil, finalement, elle ne va pas changer grand-chose. Quand j'ai lu cette réforme du Code civil, je me suis dit, c'est bien, au moins maintenant, on aura une sorte de protection légale des échanges, des pourparlers entre deux sociétés. Puis, en fait, j'ai un petit peu déchanté, compte tenu des difficultés d'application du texte, de l'absence de définition de ce que c'est qu'une information confidentielle. Et on a un exemple, je dirais, récent de l'application spécifiquement du nouveau Code civil, donc c'est le tribunal de commerce, effectivement compétent sur cette question de secret des affaires. C'était un cas de figure où comment M. X rentre d'abord en relation avec une première société, Seco Capital, a un accord de confidentialité avec sa société Eco Capital. L'affaire ne se fait pas, mais un salarié de Eco Capital finalement dit à ce monsieur X, mais finalement ton truc là ça m'intéresse, donc viens donc en discuter avec moi. Avant que fait le monsieur X, il se dit très bien, très bonne idée, et puis évidemment la société Abelia, qui est, je dirais, le second acteur dans cette affaire, en fait viole la confidentialité que M. X pensait avoir. M. X dit, j'avais un accord de confidentialité entre moi et Eco Capital, vous Abelia, c'était quelqu'un de chez Eco Capital, donc forcément c'était confidentiel.
Et donc, on aurait pu penser que naturellement, en application des nouvelles dispositions du Code civil, il y aurait dû avoir une violation de 1112-2 du Code civil. Et bien, le tribunal de commerce de Lyon a pensé autrement. Et donc, l'absence de définition de qu'est-ce qu'une information confidentielle dans cette nouvelle disposition du Code civil, en fait, renforce l'exigence de ce contrat de confidentialité. Donc, la mise en œuvre du secret des affaires avec un tiers, en fait, malgré les nouvelles dispositions du Code civil, va vous imposer la conclusion d'un accord de confidentialité. Et rapidement, sur ces mesures d'application, à quelle date en fait, ce qu'il faut démontrer, bien entendu, c'est les mesures lors de l'accès à l'information, et puis sans doute la continuité de mesures dans le temps. Se pose le problème d'une divulgation nécessaire à un moment où le plan de l'iPhone 11, la veille de sa divulgation, eh bien, il a de l'importance. Le lendemain de sa divulgation, mon Dieu, on peut se poser la question. Et puis enfin, une sorte de conclusion sur les mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances. Compte tenu des circonstances, c'est de tout. C'est de la taille de l'entreprise. On ne va pas imposer la même chose dans une entreprise comme Total ou chez une entreprise avec 15 salariés. Le type d'information, la nature de l'information, est-ce que c'est aussi un secteur qui génère traditionnellement beaucoup de secrets et qui a l'habitude de protéger par le secret. Donc en fait, c'est du cas par cas. On va attendre les décisions de jurisprudence qui seront apportées à la fois par le tribunal judiciaire et par le tribunal de commerce pour nous donner un peu de guide. Néanmoins, si on regarde ce que font les États-Unis, leur expérience sera sans doute très intéressante. Simplement, il faut de toute façon recenser les informations. On ne fera pas l'économie d'un classement des informations. Sensibiliser et obliger à la confidentialité, c'est toujours le même problème. Les 3 premiers mois, tout le monde est bien conscient. Puis au bout de 6 mois, les gens changent. Et puis après, les transferts d'emails font que finalement, ce qui était très confidentiel en 2019, l'est tout de suite un petit peu moins en 2020. Et donc, il faut à chaque fois sensibiliser. Et puis, comment avoir des procédures. C'est ce qui a été très utile dans l'affaire avec L'Oréal, c'est la procédure de classification de l'information. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas une seule solution, mais sans doute beaucoup de solutions pour définir les mesures de protection raisonnables. Et on y ajoute une sensibilisation régulière des salariés, des collaborateurs externes parfois, sur ces questions de secret, puisqu'il faut en la matière avoir une formation continue et régulière de l'ensemble des intéressés. Dans les grandes entreprises, vous avez ce type d'organisation interne. Sur des structures plus petites, il faut vraiment l'envisager, parce que ce n'est pas si facile, c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Vous avez des juristes pour lesquels ça devient, c'est consubstantiel, et des commerciaux ou des ingénieurs pour lesquels ça n'est pas forcément de la même façon, aussi spontanément. Donc la formation du personnel, des collaborateurs et des prestataires est essentielle. Ça passe par un certain nombre d'engagements qui peuvent être souscrits, et puis le fait que les salariés doivent être effectivement également appréciés à l'aune du respect de ce type de mesures. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la loi sur le secret des affaires? Déjà évidemment la responsabilité civile de l'auteur de l'atteinte engagée. Règle de prescription, nouvelle règle de prescription, ça c'est quand même en matière de brevet 5 ans, mais à compter du moment de la connaissance du dernier fait. On peut avoir parfois un petit peu plus que 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de mesures? Des mesures qui sont proportionnées, c'est la règle traditionnelle, mais aussi des mesures provisoires et conservatoires. Néanmoins, la loi prévoit qu'effectivement, il puisse y avoir une poursuite dans certains cas. Puis on va regarder les mesures de réparation. Les mesures d'interdiction, à nouveau, c'est assez similaire en fait à ce qu'on connaît en matière de brevet, puisqu'on a une interdiction, c'est assez classique. On peut aussi avoir une destruction et un rappel des circuits commerciaux. Il est évident que la destruction et le rappel sont des mesures extrêmement fortes qui peuvent être, qui ont généralement peu de retour, puisqu'une fois que c'est détruit, c'est détruit. Une modulation dans la durée. On peut aussi à un moment mettre fin en mesure, parce qu'effectivement, s'il y a un accès
qui a été rendu possible. Là, on peut mettre fin en mesure. Je citais l'exemple du plan pour la FOTIS. Et puis, on peut éventuellement substituer par un versement pécuniaire. Des mesures provisoires et conservatoires, toujours donc, en référé ou sur requête, ce type de mesures. Donc, on retient comme en matière de brevet, on peut avoir une garantie par le demandeur, une garantie par le défendeur. Si une mesure conservatoire ou provisoire est ordonnée, bien entendu, il faut une action au fond dans le mois. À nouveau, ce sont des éléments qui sont très similaires en matière de brevet. En matière de réparation, à nouveau, on a quelque chose de très similaire sur la réparation, à savoir les conséquences économiques, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au savoir, au secret des affaires. À nouveau, ici, on a un parallèle avec le droit des brevets, notamment la possibilité d'aller capter les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires. Et puis, à titre alternatif, on a cette somme forfaitaire qu'on connaît aussi en matière de brevets. Ça permet d'accélérer un petit peu compte tenu du temps restant. Et pardon, je trouve l'accélération. Je vois qu'on a une question sur un cahier de laboratoire. Alors, sur le cahier de laboratoire, il existe un format de mémoire européen sur le cahier de laboratoire. Donc, le cahier de laboratoire, il a l'intérêt d'identifier. Bien entendu, le cahier de laboratoire, s'il est classifié comme matériel confidentiel par l'entreprise et qu'il y a une politique d'accès de stockage et d'accès au cahier de laboratoire, effectivement, c'est un élément qui sera sans doute pris en compte pour le secret des affaires. Pour autant qu'il soit bien protégé, qu'il n'y ait pas de faille dans la divulgation et la diffusion. Et normalement, il y a des formats maintenant communautaires sur les DABOOK qui sont disponibles. Donc voilà pour le secret des affaires. Donc on voit qu'on a quand même des possibilités d'agir contre d'autres personnes comparé à la situation antérieure, puis des moyens d'action qui sont quand même assez forts, avec des dommages qui sont aussi à mettre en parallèle avec les dommages sur les brevets, notamment la captation des bénéfices indus. C'est très important ce point. Ça ouvre un champ de réparation que le tribunal de commerce n'avait pas jusqu'à présent. Donc là, on a vraiment, passez-moi l'expression, un boulevard à utiliser en termes de réparation. Il faut vraiment être capable de le chiffrer. C'est très, très intéressant ce que le texte permet aujourd'hui. Merci. Et puis enfin, je dirais une dernière partie qui est la retenue en douane. Alors ça, c'est une retenue en douane que beaucoup de praticiens connaissent en matière de marque et de dessin modèle, et très peu en matière de brevet. Effectivement, il y a de grandes difficultés, mais ça peut, je pense, être intéressant, puisqu'en fait, vous avez une autre personne qui va jouer un petit peu le rôle d'enquêteur pour vous sur les douanes, et les douanes ont de très grands pouvoirs d'investigation. Alors tout de suite, un premier bien, évidemment, ça ne s'intéresse pas aux circulations intracommunautaires. Vous n'avez pas demandé aux douanes de gérer un produit qui vient d'Italie ou d'Allemagne, ce sont juste des produits qui viennent d'un territoire hors de la communauté européenne. Vous avez un formulaire de demande d'intervention préalable. Ça sera forcément comme un matière de brevet, parce que sans demande d'intervention préalable en matière de brevet, on voit difficilement comment ça pourrait agir. Je vais passer sur le formulaire, on vous le mettra quand on vous enverra les slides de la présentation. Simplement, vous faites une demande d'intervention auprès des douanes, les douanes ont 30 jours pour vous répondre. En général, d'ailleurs, ils répondent assez positivement. Ce formulaire, il est rempli par le demandeur. Il le remplit comment? Il le remplit en identifiant ses droits, il le remplit en identifiant une description du produit. Le problème, évidemment, pour les douanes, c'est d'identifier le produit en matière de brevet. Vous imaginez très bien que c'est autrement plus difficile qu'en matière de marque. Si je vous dis, moi j'ai la marque Marlboro, c'est évident que la douane va identifier cette petite difficulté pour une importation frauduleuse d'un paquet de cigarettes. Si c'est un brevet, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois, on peut agir notamment avec la position de logo pour des licenciés, notamment pour les fabricants de lecteurs de DVD ou de CD-ROM. Il y avait cette petite pastille un petit peu irisée qui était une preuve. Mais sinon, c'est extrêmement difficile
d'identifier. Donc, une description complète du produit sera nécessaire. Le formulaire permet de joindre des photos du produit, une description du produit. Ça, c'est très utile quand vous connaissez par ailleurs votre fournisseur, souvent, pas toujours, mais souvent chinois, et vous avez identifié le produit, vous pouvez en mettre grosso modo une photo de ce produit dans le formulaire. Ou une autre façon de l'identifier, c'est par son nom chimique. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la douane? Déjà, une fois qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être un élément contrefaisant entre les mains, déjà, elle va vous transmettre immédiatement les informations. Par rapport à une série de contrefaçon de 145, il y a une protection, c'est parfois, il y a un petit peu de lag pour donner les informations. Avec les douanes, vous l'avez tout de suite. Vous avez aussi la possibilité d'inspecter la marchandise. Et puis, évidemment, après, vous avez un délai pour saisir, c'est un délai de 10 jours, avec nécessairement une saisine au fond immédiatement. Je suis passé sur la destruction parce qu'en termes de brevet, je ne l'ai pas encore vu. Et puis, dans les suites, est-ce qu'on fait une action civile pénale? L'action pénale est extrêmement compliquée. Alors là, des côtés positifs. Je pense qu'en matière de brevet, on se limitera à une action civile, parce que vous êtes maître de la procédure, et forcément, vous aurez une décision beaucoup plus rapide. Ce point sur la retenue en douane, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui marche bien. Dans certains pays où parfois les douanes sont des douanes volantes, par exemple en Allemagne, quand vous avez des fers, je ne sais pas comment on dit en français, des foires, des grandes foires, et bien vous avez les douanes parfois qui sont là. Donc, des salons, merci. Quand vous avez des importateurs non communautaires, chinois, brésiliens, américains, et bien avoir les douanes sur place, ça vous donne un véritable avantage puisque vous avez quelqu'un qui va vous aider à chercher et qui aura accès à l'information dès l'entrée sur le territoire. Puis j'ai en tête une histoire il y a quelques années où une entreprise pharmaceutique française, bien connue actuellement puisqu'elle a défrayé la chronique récemment, avait fait un tel dossier. C'était relativement facile puisque la description du produit tenait simplement son nom était absolument identifié. Les douanes de Bordeaux de mémoire ont effectivement saisi ce produit, et puis pendant 10 jours, il ne se passe rien. Donc, pendant 10 jours, quand le produit est apporté 3 jours avant l'expiration du brevet, vous avez bénéficié avec les douanes de 7 jours de protection en plus. Et à l'occasion du procès verbal dressé par les douanes de Bordeaux de mémoire, les douanes de Bordeaux avaient indiqué que les douanes étaient le bras armé de l'industrie française. Donc, je trouve dommage de se priver de ce bras armé. Et donc, je pense qu'il faudrait, dans l'avenir, réfléchir à un mode alternatif et à impliquer plus d'acteurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui, qui font très bien leur métier. Et je remercie Doster de faire son métier. Néanmoins, d'autres acteurs peuvent aussi être utiles pour protéger les droits de propriété industrielle. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga de la chose, je vous le confirme. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette présentation et nous sommes, je crois, dans les temps à 1 minute. Non, 11h30 pile. 11h30 pile, nous sommes exactement dans les temps. Je profite pour remercier Madame Doster qui a préparé avec nous cette présentation pour son retour d'expérience. Je ne peux que vous engager à avoir une oreille extrêmement attentive sur ce qui a été dit par Madame Doster au cours de ce webinaire. Et bien entendu, il reste encore un 4e webinaire des ateliers du brevet demain matin avec les inventions de salariés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.